Hello la team, je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle et fondatrice de la FMR Makeup Academy. Aujourd'hui, dans ce podcast, je suis avec Ben, maquilleur professionnel autodidacte, aujourd'hui chef d'entreprise. Bien qu'il excelle dans l'art du make-up, il a toujours été passionné par tous les domaines de l'esthétique et il propose aujourd'hui son expertise make-up, soins, mais aussi coiffure au sein de son atelier Jolie Cocotte. Cet épisode s'adresse donc aux maquilleurs, mais aussi à tous les professionnels de la beauté. Le timing est un peu plus long que d'habitude, mais je n'ai rien trouvé à couper au montage, tout simplement parce que chacun des moments peut être intéressant pour l'un ou l'une d'entre vous. Vous le verrez, au-delà de son parcours et des étapes très pragmatiques et techniques, nous avons abordé des sujets tels que l'image de soi, des réseaux sociaux ou encore l'évolution du métier. On vous invite dans notre échange entre amis sur des sujets qui flirtent entre professionnels et personnels. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, j'aimerais vraiment te dire merci pour m'accorder ce temps et merci de m'accorder ta confiance. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est vraiment, encore une fois, ça fait plaisir que tu aies pensé à moi. Et non, c'est sympa. C'est chouette à faire en plus. Je suis très contente parce que je pense que ton parcours va m'intéresser beaucoup. Donc, merci encore de ce temps. Est-ce que on peut commencer je vais te demander de te présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Ben. Je suis un make-up artiste entrepreneur qui a créé sa propre marque de cosmétiques, de soins et de produits cheveux. Voilà, je me suis lancé à mon compte et je suis ravi de faire partie de ce podcast aujourd'hui avec Mélissa. Merci beaucoup. Effectivement, tu fais plein de choses aujourd'hui. Depuis quand, d'ailleurs, tu es entrepreneur? Depuis quand tu as cette marque qui est, du coup, je vais le dire, qui est Jolie Cocotte? Écoute, j'ai créé Jolie Cocotte il y a 1 an maintenant, Mhm. suite à voilà, une reconversion après avoir durement travaillé au sein d'une grande entreprise. Et c'était une idée qui avait germé depuis super longtemps. J'avais vraiment cette idée-là depuis très très longtemps, donc ça n'a pas été très difficile au niveau du concept, en tous les cas, à penser, à réfléchir. Et voilà, c'est né il y a 1 an. Là, je vais fêter mes 1 an le 15 novembre exactement. Donc tu vois, on est presque dedans là. Ouais, trop bien. Ouais. J'avais la bonne info, effectivement, que ça faisait 1 an dans pas très longtemps. Ouais. Du coup, on va en revenir parce que c'est un sujet super, super intéressant. Mais avant qu'on détaille un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de devenir Alors maquilleuse? moi, mon parcours, j'ai commencé par un apprentissage de coiffure. Mhm. Voilà, j'ai commencé par ça. C'était il y a très longtemps et c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'était pas très renseigné sur comment s'y prendre pour aller dans le make-up. Le make-up n'avait pas autant d'importance que maintenant en tous les cas. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais dû faire coiffure esthétique et mes parents n'étaient pas plus au courant que moi en tous les cas. Et j'ai choisi la coiffure en fait en premier. Moi, j'étais très inspiré par les top modèles à l'époque, les grands top modèles, Claudia Schiffer, Karen Mulder, Naomi Campbell, tout ça. J'étais vraiment, je me sentais grisé vraiment par cet univers-là. Et c'est vrai que j'étais subjugué par la beauté, mais je pense que c'était vraiment un tout en général. Il y avait les vêtements, la coiffure, le make-up. J'arrivais pas à cibler vraiment ce qui me plaisait, mais Mhm. je pense que c'était une esthétique globale qui me plaisait et j'arrivais pas à définir quoi. Donc c'est vrai que je suis allé dans la coiffure en premier et j'ai pas choisi l'esthétique tout de suite. Donc j'ai commencé par mon apprentissage de coiffure. Ok. Suite à ça, je suis parti au Maroc parce que j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc je suis parti au Maroc pendant 1 an, j'avais 18 ans. Et là, j'ai commencé à travailler dans le make-up. Donc, c'est vrai que moi, je suis un autodidacte. Alors, pas pour la coiffure parce que j'ai fait un apprentissage, mais sur le make-up, je suis totalement autodidacte. Quand je suis arrivé au Maroc, on m'a proposé, je suis allé dans un salon qui faisait du make-up aussi, autre de la coiffure. Et on m'a amené des modèles. On m'a dit, voilà, 3 modèles, maquillés. Je les ai maquillés. On m'a dit, c'est bon, on t'embauche. Et j'ai commencé comme ça le make-up. Vraiment sur le tas, d'un coup comme ça. C'est Donc, trop c'était bien que tu puisses en parler et du coup de t'avoir en fait sur ce podcast parce que c'est vrai que je le dis beaucoup que c'est pas obligatoire en fait de faire une formation, de faire une école ou quoi que ce Non, soit. c'est Il vrai. y a
plein de maquilleurs que moi, du coup, j'ai pu côtoyer, rencontrer, qui sont super talentueux et qui sont autodidactes. Et c'est vrai que toi, tu es le parfait exemple du maquilleur qui a réussi et qui a beaucoup de talent. En tout cas, à mes yeux, tu es un des maquilleurs les plus talentueux que j'ai pu Oh, c'est bien rencontrer. mignon. Euh, Après, il y a plein de gens talentueux. C'est vrai que des pépites, t'en as partout, en fait, et dans tous les domaines. Et tous ne sont pas forcément diplômés. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard par rapport aux réseaux sociaux et à toute cette vague de ouais. maquilleurs, de MUA, entre guillemets, qui a poussé. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'être ultra diplômé. Et après, je pense que ça dépend aussi sur qui tu tombes sur ton chemin de vie. Il y a des gens qui te laissent plus ou moins ta chance et puis d'autres qui seront un petit peu plus sectaires. Mais j'ai eu cette chance-là, en tous les cas, moi, on me laisse vraiment ma chance et qu'on me juge vraiment sur mes capacités plutôt que sur mes diplômes. Mm. Donc, du coup, tu as commencé le make-up Je directement commençais le comme ça. make-up directement comme ça, voilà. Directement. Et en plus, bon, c'est vrai que le Maroc, c'était il y a longtemps, hein, j'avais 18 ans. Je ne vais pas donner mon âge aujourd'hui, mais c'était il y a longtemps. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait les défilés, tout ça. Donc moi, j'allais sur les défilés. J'ai fait un peu le chemin inverse. Tu vois, j'ai commencé vraiment en fait par des trucs un peu hauts. Et puis Mhm. après, je suis redescendu sur des choses plus calmes, entre guillemets. Mais à l'époque, je faisais les défilés, je maquillais pour les couvertures de magazines. Enfin, c'était vraiment, à 18 ans, tu vois, c'est un truc un peu inespéré, surtout quand tu n'as pas de diplôme. Donc, c'était vraiment une super, super expérience que j'ai vécue à fond. Je suis parti au bout d'un an pour des raisons personnelles. Et après, c'était compliqué parce que je suis retourné en France, mais j'avais pas de diplôme. Donc, c'était assez compliqué d'aller dans le make-up, hein, puisqu'en France, en tous les cas, à cette époque-là, il fallait soit être esthéticienne, soit sortir d'une école. Et moi, j'avais pas du tout ça. Et Ok. puis, je suis tombé sur une boutique de fringues. J'ai commencé à bosser dans les fringues, mais franchement, c'était plus du tout le milieu que je voulais faire. Le make-up me manquait vraiment beaucoup. Et puis, je suis parti dans une autre ville qui est Nantes. Et Mhm. j'ai démarché un peu les parfumeries comme ça. Et j'ai commencé au Galeries Lafayette, où on m'a vraiment donné ma chance. Sur mon CV, j'avais marqué que j'étais allé au Maroc et que j'avais maquillé pour le Maroc. Alors j'avais gardé, tu vois, des coupures de presse où j'étais dessus, bon, pour preuve quand même que j'étais pas un petit mytho. Et parce que t'en as aussi. Mhm. Et voilà, et on m'a donné ma chance et j'ai commencé comme ça dans la parfumerie. Et j'ai fait D'accord. plusieurs années de parfumerie où on me débauchait à chaque fois. Donc, je changeais à chaque fois de franchise de parfumerie. J'ai fait les Galeries Lafayette. À l'époque, j'avais fait Elitis, qui n'existe plus, qui a été remplacé par Douglas. J'ai fait Sephora. J'ai pas fait Marionneau, mais j'ai fait voilà pas mal de parfumerie. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de la parfumerie parce que c'était un milieu de filles, donc c'était un milieu un petit peu de cancan, tout ça, et moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc, on sait que je suis un peu un garçon sans filtre. Donc, ça me plaisait pas trop et puis j'en avais un petit peu marre. Donc, du coup, j'ai voulu prendre une année sabbatique pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. J'ai fait un bilan de compétences qui m'a pas apporté grand-chose parce qu'à part le make-up, il n'y a rien qui ressortait de spécial. Et donc, j'ai recommencé à chercher du boulot et je suis tombé en fait sur les magasins Saga. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ces magasins-là. C'est des magasins, il y en avait un petit peu partout en France. Je sais que maintenant, la franchise, elle a été revendue. Il n'y en a plus partout, mais à l'époque, il y en avait un petit peu partout. Et à Nantes, donc, il y avait un magasin Saga. Et en fait, c'est du déstockage de plein de produits, donc de plein de produits cosmétiques, le maquillage, les cheveux, le soin visage, tout ça, et c'est que du déstockage. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pour reprendre tranquillement, pourquoi pas postuler là-dedans. J'ai postulé vraiment par hasard. Et, euh, et voilà, et on m'a embauché direct en tant que vendeur. J'ai été adjoint 6 mois après. Et au bout de un petit peu moins d'un an, j'ai eu du coup la responsabilité d'un point de vente qui a ouvert sur Saint-Nazaire, à côté de la Baule. Voilà, donc j'ai déménagé, je suis allé là-bas. J'ai fait ça pendant un an. Ok. Et après, je suis parti faire une ouverture de boutique sur La Rochelle. Voilà, pareil pendant un an. Et puis, j'en avais marre. Je tournais un petit peu en rond. Voilà, le boulot de manager était un petit peu monotone.
Donc, j'ai voulu me lancer à mon compte. Donc, j'avais un appartement où je me suis lancé un petit peu à mon compte. Je faisais des soins, je faisais de la coiffure et je faisais du make-up. Et j'ai, par hasard, en cherchant des produits comme ça avec lesquels travailler, je suis tombé sur une boutique sur La Rochelle qui s'appelait Inédit. C'est une pharmacienne qui avait créé ces produits-là, une boutique de produits de soins, très, très Chanel, noir et blanc, mais vraiment pas trop, trop cher. Et la nana qui travaillait dedans, en fait, avait une cabine et cherchait quelqu'un pour faire des soins. Donc au début, j'ai accepté, j'en ai fait une fois par semaine en plus de ce que j'avais créé moi en appartement. Et ça a tellement marché, en fait, il y avait tellement de demandes que en fait, j'ai arrêté ce que je faisais moi et j'ai travaillé avec elle. Et depuis longtemps, je postulais chez Mac. Voilà, depuis très très longtemps, j'arrêtais pas, j'envoyais des CV comme un harceleur très régulièrement. Et puis je pense qu'il y avait... C'était ton objectif, c'était ton goal à l'époque? Ouais, c'était vraiment mon goal. Je me suis dit, si vraiment il y a une marque pour laquelle je dois bosser, ce serait celle-ci. Pourquoi? Ben, je sais pas, pour moi, c'était synonyme de professionnalisme, d'avant-gardisme. Il y avait vraiment ce côté complètement à part des autres marques, je trouvais. Parce que là, du coup, Donc, c'était une marque vraiment que ciblée sur le make-up et de ce que tu nous parles jusqu'à maintenant, je vois que finalement, tu as fait beaucoup, plusieurs, tu étais un peu sur tous les fronts, quoi. Maquillage, j'étais un peu sur tous les fronts. Bah, déjà, soins. moi, j'ai toujours été très fan de soins. Tout le temps, depuis toujours. J'ai été très fan de soins. Et pour moi, le soin, c'est indispensable du make-up. De toute façon, c'est vraiment la base du make-up. Pour moi, c'est le soin. Je suis d'accord. Donc, c'est vrai que les alcools, donc les parfums, me plaisaient moins. Mais j'étais quand même sensible aux parfums, mais c'était pas ce que je préférais. Mais le fait d'être multi-axe, en tous les cas comme ça, multi-marque, ça me plaisait pas mal. Mais c'est vrai que le make-up me plaisait plus et il y avait tout le temps, en fait, ce Mac qui m'appelait. Et je me Mhm. suis dit, bah, un jour, j'aimerais rentrer chez Mac. Voilà, c'était vraiment mon goal, en fait, au Ok. niveau du make-up. Et du coup, on m'a appelé, en fait, au bout de, ça faisait quelques mois que je bossais donc avec la nana. Et en fait, Mac a fini par m'appeler en me disant qu'ils ouvraient un pop-up sur Nantes. Alors que moi, j'étais reparti à La Rochelle. Et j'ai dit oui, j'ai pas réfléchi, tu vois, c'était Ah vraiment oui, l'opportunité. l'opportunité qui se concrétisait. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je redéménage, je repars à Nantes. Me voilà en train de redéménager, de repartir à Nantes. Bon, pas que j'étais un peu familier des déménagements de toute façon, donc je n'étais pas à ça près, donc je suis parti sur Nantes et j'ai bossé avec un pop-up qui était très sympa au Galeries Lafayette, donc un pop-up tout en bois. Je ne sais pas si tu as connu ce pop-up-là, toi, qui était Non. des caisses en bois, comme des caisses de voyage avec tag et mag dessus, c'était très sympa. Mhm. Et j'ai bossé pendant un an au Galeries Lafayette et puis ils ont fini par ne pas garder le pop-up parce que je pense que ça marchait pas forcément beaucoup à l'époque, en tous les cas pas assez à leur goût. D'ailleurs, aujourd'hui, finalement, ils ont mis un stand en définitif, mais à l'époque, en tous les cas, ça n'était pas resté. Et on m'avait proposé Paris, et sur le moment, je ne voulais pas trop Paris, ça ne me disait rien. Donc, j'ai fait un an de freelance. Ah, t'as pour, quand même refusé du coup. J'ai refusé Paris sur le moment, ouais. Sur le moment, D'accord. j'ai refusé Paris, j'ai fait un an de freelance pour un peu toutes les marques. Je suis parti un peu partout en France, à Nice, à Cannes. J'ai fait Monaco, je partais à Rennes, vraiment dans plein de villes. Comment ça Et pour toutes les marques? C'est-à-dire que tu bossais pour des marques? ouais, en fait, c'est une marque qui t'embauchait. J'avais une agence d'intérim. Voilà, D'accord. la marque demande à l'agence d'intérim une personne pour bosser. Et voilà, après, toi, tu es sélectionné ou pas. Alors, manque de bol, moi, on m'envoyait partout sauf dans ma ville. Donc, j'étais très peu sur Nantes. On m'envoyait tout le temps dans plein de villes. Donc, le fait de beaucoup bouger comme ça, de jamais trop être chez soi, c'était un peu casse-pied. Ouais. Donc, j'ai Et voulu tu faisais arrêter. quoi du coup? Tu faisais du conseil? Ouais, Tu es là tu pour fais du maquiller? conseil, bah, c'est essentiellement parfumerie, tu conseilles, tu D'accord. maquilles, tu boostes les ventes, voilà, comme un animateur, quoi, en fait, quelque Ça part. marche. Ouais. Et ensuite, bah, écoute, Mac m'a rappelé, voilà, et du coup, j'ai eu l'opportunité de commencer sur Paris. Et du coup, comme je voulais vraiment retourner dans le make-up, je me suis dit, bon, tu t'aimes pas Paris, c'est pas grave, Paris m'inspirait pas vraiment. Donc, je suis quand même parti sur Paris. Et puis, j'ai commencé au Forum des Halles. Ouais. Voilà, j'ai commencé au Forum des Halles et c'était super, c'était top. C'était la belle époque où c'était chouette, quoi. Il y avait vraiment l'effervescence, il y avait des collections de ouf.
Voilà, ça bougeait bien. J'ai fait les Halles. Après, j'ai fait le Printemps, Haussmann. Après, j'ai fait Galeries Lafayette, Haussmann. Et Toujours en tant que vendeur, tu avais ouais, des postes, tu j'étais faisais quoi toujours, exactement? j'étais toujours make-up artiste. D'accord. Et après, j'ai fait un petit peu Saint-Michel. Et ensuite, du moment où je suis rentré chez Mac, comme je voulais pas aller sur Paris, dès que je suis rentré, j'ai dit que je voulais un poste en province. Si un jour il y en avait un. Et au D'accord. bout d'un an, on me dit que qu'il y a un poste qui s'ouvre sur Bordeaux. Et moi, Mhm. j'ai de la famille sur Bordeaux, j'ai mon frère qui est ici. Donc, je me suis dit, vas-y, bingo, bah, je vais sur Bordeaux. Donc, je déménage sur Bordeaux Ouais, et très belle ville. la belle ville, au poste de maquilleur, toujours, avec une équipe trop sympa. Sur le moment, je m'entends très bien avec l'équipe. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé avec le manager. Mais d'ailleurs, ça ne passait pas bien avec aucune personne de l'équipe. Enfin, je veux dire, le manager ne se comportait pas bien avec personne de l'équipe de toute façon. Et en fait, bah voilà, on a juste remonté les informations sur ce qui se passait. C'est une personne qui est partie par la suite. Et on m'a proposé le poste de manager sans que je demande rien. J'avais rien demandé du tout, mais on m'a proposé le poste de manager. Et D'accord. j'ai embrayé du coup en tant que manager du coup chez Mac. Et du coup, en tout chez Mac, j'ai dû passer 7 ans. Et ensuite vient la création d'entreprise. Et ensuite vient la création d'entreprise où j'ai l'opportunité du coup de créer cette entreprise puisque du coup Mac avait fait un plan de départ et du coup j'ai sauté sur l'occasion Ça pour faisait un monter ce moment projet. que Ça tu faisait un moment réfléchissais que à ça. j'y réfléchissais, mais je me disais, bon, je sais pas trop comment faire. Je trouvais ça dangereux de prendre un magasin qui a pignon sur rue. Et en fait, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison. Et il s'avère qu'au fond de chez moi, il y avait accolé au garage tout un espace libre qui fait à peu près 20 mètres carrés tout en long, qui servait pour stocker du bois, des affaires, etc., qui était un peu en friche. Et du coup, bah, quand ils ont proposé en fait de partir si on avait un projet, je me suis dit, vas-y, je le fais ici, je ferai ça au fond de chez moi, tranquille, et puis ça va être top, quoi. Et donc, Parce du que coup, voilà, c'est moi, comme ça que j'ai pensé au truc directement, mais c'est vraiment parce qu'on me proposait ce soutien aussi, parce que c'est vrai, quand il y a un plan de départ, il y a un soutien financier derrière, donc ça fait un peu moins peur. Sinon, je pense pas que je me serais lancé forcément de moi-même tout seul d'un coup comme ça. Et puis c'est vrai que tu es un peu accompagné, donc ça m'a un peu rassuré pour le faire. ok, parce que toi, du coup, si tu partais de chez Mac, c'était forcément pour créer quelque chose pour toi. C'était Oui, forcément pour... parce que là, tu me parles de pignon sur rue, mais tu aurais très bien pu, par exemple, je sais pas, te lancer à ton compte et faire des prestats à domicile, comme beaucoup le font en freelance. ouais, oui, j'aurais pu faire ça aussi, mais pour moi, j'avais vraiment envie d'un endroit à moi. Voilà. D'accord. Je voulais un endroit à moi, et comme c'est vrai que ça faisait longtemps que je pensais à ça, ça s'est fait en fait naturellement. Tu vois, je me suis pas dit, bah tiens, je vais mettre à mon compte et puis j'irai chez les gens, je me déplacerai. Déjà parce que j'ai beaucoup de matériel et de produits, et c'est toujours la galère quand tu te déplaces de sélectionner ce que tu dois amener. Moi, j'aime bien avoir tout à portée de main. Et du coup, je me suis dit, je vais créer vraiment un espace où je peux faire tout ce que je sais faire. Donc, comme je pouvais allier la coiffure, je pouvais allier l'esthétisme, et que j'ai passé plein d'autres formations à suivre pour rajouter d'autres choses, je me suis dit, ça va être sympa de tout faire au même endroit, en fait, pour les gens. Et puis, je voulais vraiment un espace un petit peu cosy où les gens puissent venir, tu vois, c'est au fond d'un jardin. Donc, il y a ce côté un peu nature. Tu as vu sur un petit poulailler depuis l'atelier, d'où le nom Jolie Cocotte d'ailleurs, parce que c'est parti du poulailler, Jolie Cocotte. D'accord. Et, et voilà, et je me suis dit, ça va être un petit côté un peu cosy, sympa. Le concept, c'était vraiment que la personne vienne, que ce soit un moment que pour elle et qu'il n'y ait pas forcément d'autres gens avec toi, comme parfois tu vas chez le coiffeur et tu es en randonnion à attendre ton tour. Je trouvais ça un petit peu plus impersonnel. Là, je voulais vraiment reprendre un petit peu le lien avec la clientèle, tu vois, pouvoir parler, servir le petit café, vraiment le petit côté un peu cocon que tu retrouves pas forcément dans des entreprises aujourd'hui, en tous les cas quand tu vas dans certains commerces. Ouais, bien sûr. Donc, gros parcours pour en arriver là.
Si on doit faire, alors on va pas faire un bilan total, mais de tout ce parcours-là que tu as fait, qu'est-ce qui a été le plus enrichissant pour toi dans ton... Du coup, on va parler de maquillage parce que du coup, la communauté qui nous écoute, c'est beaucoup de maquilleurs. Mais qu'est-ce qui a été le plus enrichissant dans ton parcours d'autodidacte pour le make-up? Franchement, moi, ce qui a été le plus enrichissant pour moi, c'est vraiment les rencontres. Les rencontres, ça a été assez déterminant. D'une part parce qu'on m'a laissé ma chance et c'est vrai que j'ai fait des choses. Des fois, quand je repense au Maroc, des fois, souvent, il y a des amis qui me disent, mais toi, tu as combien de vies, tu as fait combien de trucs. Mais c'est vrai Ouais. que des fois, quand j'y repense au Maroc, je me dis, mais c'est dingue quand même ce que tu as fait là-bas, tu te rends compte. Des fois, j'ai du mal à avoir le recul nécessaire pour comprendre que j'ai fait des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'on m'a quand même laissé ma chance. Et puis, comme j'ai fait beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et ben, comme pour tout, sur ta route, tu rencontres des moins bien, mais tu rencontres aussi des super. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup cet échange avec les gens qui souvent étaient passionnés, où tu vas échanger sur des produits, des techniques, sur tout et rien. Et finalement, c'est quelque chose qui continue, toi, de te faire progresser et grandir en même temps, quoi. Donc, c'est vraiment les rencontres, moi, que je garderais en vrai avantage. Je trouve que c'est hyper important de continuer à se connecter aux gens parce que c'est quelque chose qui se perd un peu aujourd'hui. Mhm. Et on est beaucoup sur le côté concurrence, sur le côté euh, des fois un peu solitaire, quoi. Et je trouve que c'est quand même important de partager ses tips, voilà, continuer à partager sa passion, à échanger. C'est vraiment un vrai plus parce que, et d'ailleurs, c'est quelque chose, si tu te souviens, chez Mac, il y avait beaucoup quand il y avait des formations, ce genre de choses. C'est vrai que souvent, il y en a un qui allait te dire ah, mais moi j'utilise tel fond de teint avec tel pinceau, qui n'est pas forcément un pinceau destiné à ça à la base, mais ça match, ou qui va te dire je mélange telle texture avec telle texture, je mélange tel soin avec tel fond de teint, ça matche bien, c'est super. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, je trouve, qui est hyper enrichissant. En tous les cas, pour moi, sur mon parcours, ça a vraiment été ces rencontres-là qui m'ont enrichi parce que ça m'a vraiment apporté plein de choses. Ouais, je suis d'accord. Ce qui me plaisait le plus chez Mac, je pense, c'était les updates. Quand on rencontrait tous nos collègues de toute la France et qu'on pouvait partager les tips et qu'on pouvait échanger ensemble, c'était vraiment, je pense, que c'était un de mes meilleurs souvenirs de chez Mac, hein. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Donc aujourd'hui, chef d'entreprise depuis 1 an. Ouais, c'est un autre stress. C'est un autre stress. C'est pas la même chose. T'as pas un salaire qui tombe tous les mois. Il faut que tu crées ton propre salaire. Donc, voilà, Différent. le côté positif, c'est que tu n'as plus de compte à rendre, parce que moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours posé problème, parce que j'ai un peu de mal avec l'autorité, et puis j'ai du mal avec l'injustice, avec toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'était le bon compromis pour moi. Et c'est vrai que chez Mac, dans les derniers temps, ce qui me frustrait beaucoup, c'était que je ne comprenais pas pourquoi ils ne faisaient pas tel produit, mais pourquoi on n'a pas tel produit, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi. Voilà, il y avait tout ce côté-là qui me frustrait beaucoup. Et c'est vrai que c'était des demandes ou des doléances qui tombaient un peu dans le vide comme ça. C'était vraiment sur écho. Et là, le fait d'être son propre patron, c'est différent parce que tu sais que si ça ne marche pas, c'est que de ta faute à toi. Tu vois, c'est pas comme si tu avais les armes entre les mains, que tu réclamais quelque chose et que tu pouvais pas l'obtenir, le faire pour tester, quoi. Donc Ouais. là, tu fais des choses, tu testes, ça marche pas, tu prends, tu laisses, tu améliores. C'est le côté positif, je trouve, d'être à son propre compte, c'est que il y a que toi qui décide, et ça, c'est vraiment un vrai luxe. Et la face cachée mauvaise, c'est que c'est un autre stress. Il faut que tu fasses ton propre salaire, donc c'est compliqué quand tu as un crédit, que tu as une maison, que tu as des factures. Il faut bien que l'argent rentre, quoi. Donc, il faut que tu fasses tout ce qu'il faut pour que ton entreprise marche. Étant en plus au fond d'un jardin, j'ai pas pignon sur rue, donc c'est le côté aussi à double tranchant de ne pas avoir fait quelque chose qui donne sur la rue. C'est que les gens vont pas passer devant et vont se dire ah bah tiens, si j'allais me faire couper les cheveux, tu vois, par exemple. C'est une très Donc, bonne idée. c'est Ouais. vraiment du bouche-oreille, mais en même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit une clientèle un peu plus sélective, qui me connaissent via le bouche-à-oreille. Donc, j'ai eu la chance que le bouche-à-oreille se fasse assez rapidement. Et, euh, et voilà, pour l'instant, c'est cool, mais c'est un autre stress. Je comprends, ouais. Et du coup, tu as créé ton atelier.
donc où tu proposes coiffure, soins, make-up, mais tu vas Mhm. aussi créer ton site internet où tu vends Oui. tes propres produits. Alors, sur le site internet que j'ai créé, tu peux acheter des produits et tu peux réserver tes prestations, bien sûr, sur l'atelier. Bien sûr. Donc, tout ce qui est make-up, les soins corps, visage, le blanchiment dentaire, le tatouage de sourcils, la coiffure, il y a plein de choses. Ouais, Et du coup, j'ai mis également les produits sur lesquels j'avais bossé, parce que mon atelier a ouvert un petit peu en retard. ouais. Il a ouvert en novembre, mais c'est vrai qu'il va ouvrir plus dans l'été. Et en fait, avec le Covid, tout ça, j'ai eu des retards au niveau des travaux. Donc, ça m'a permis aussi de créer un petit peu. Je comptais le faire, mais c'est vrai que ça m'a permis d'élargir un petit peu ce que je voulais faire parce que je n'avais pas prévu de créer autant de choses au départ. Alors, je t'avoue que je suis parti en créant quelque chose comme quelqu'un qui sort de chez Mac. Donc, je me suis un peu lâché sur ce que j'ai créé. Et, Mhm. et j'ai créé des choses qui tout ne correspond pas forcément à ma clientèle, à ma vraie clientèle d'aujourd'hui. Mais à Mhm. l'époque, c'est vrai que moi, je sortais de chez Mac, je me disais, tiens, chez Mac, ils ne faisaient pas ça, bah, je vais le faire. Voilà, tu vois, Ouais, des tu t'es fait détails comme plaisir. ça. Tu voulais avoir plein de choses chez Mac qui n'ont pas été entendues, Exactement. qui n'ont Donc, pas du coup, été je me suis faites. fait Du coup, kiffer. Je me suis dit, vas-y, fais-le. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire petit à petit. J'ai bossé sur tout le concept de l'atelier, voilà, le concept en même temps du make-up parce que je voulais qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau de la franchise, entre guillemets, Jolie Cocotte. C'est pas une franchise, mais j'appelle ça franchise, mais au niveau de la marque Jolie Cocotte. ouais. Donc, j'ai commencé voilà, à créer petit à petit le make-up, les accessoires. Et après, j'ai créé en dernier les soins et les produits cheveux. Voilà, donc c'est des choses que je développe petit à petit. J'ai lancé ça en octobre, ça a cartonné. J'étais sold out sur plein de références et tout, donc ça m'a fait hyper plaisir parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que j'avais une communauté qui était assez importante sur Instagram, donc ça m'a permis d'avoir une certaine visibilité pour ça en tous les cas. Et Mhm. puis, il y avait vraiment des bons retours sur les produits et tout, que moi, de toute façon, j'avais testé au préalable, hein, mais il y avait des bons retours et tout, donc ça me faisait super plaisir. Donc, j'ai fait du restock sur un petit peu tout. Et puis, au fil du temps, bah, forcément, tu vends un petit peu moins sur Internet et tu vends plus, du coup, à l'atelier. Et voilà, et j'adapte, du coup, plus maintenant les produits sur ce que je vends plus à l'atelier, sur ma clientèle existante aujourd'hui. D'accord. Et Alors, moins, et que, euh, moins par rapport à mes abonnés de l'époque. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as créé au début en termes de produits, ce qui fonctionnait, ce qui a fonctionné? Alors, moi, le premier produit que j'ai créé, c'est une palette de fard à paupières. Mhm. C'est le premier produit que je voulais créer. Je voulais créer un kit de pinceau. Voilà, je voulais faire ces deux choses-là au début. Et au début, c'est tout ce que je voulais faire. C'est pour te dire tout ce que j'ai fait en plus. Mais au début, je Ça voulais s'est bien faire que ça. développé, ouais. Et puis, bah, voilà, lancer dans le truc, j'ai commencé à me dire, ah, mais il faudrait aussi ça. Ah, mais ce serait bien que j'ai ci. Et puis, ce serait bien que j'ai ça. Et puis bon, quand tu es artiste dans l'âme, tu as toujours plein d'idées. Enfin, moi, je suis toujours en train de fourmiller d'idées. Donc, c'est vrai que je voulais, à chaque fois, je me disais, ah, mais je vais rajouter au pied aussi. Et puis ça, et puis ça. Et puis toujours en me positionnant sur quelqu'un qui sort de chez Mac. Sauf que, bon, bah, j'oubliais que moi, ici à l'atelier, on n'est pas chez Mac. C'est beaucoup plus classique. Donc, c'est vrai qu'il y a ma première palette, par exemple, qui était assez colorée dans l'ensemble. Oui. C'est celle que j'ai le plus vendue hein, encore au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, via Internet. Aujourd'hui, ici à l'atelier, je vais plutôt vendre quelque chose, une petite palette un peu plus nue. Tu vois, ça, c'est des choses que je vais plus vendre. C'est une clientèle qui est plus classique. Donc, je vais facilement vendre des crayons sourcils, un petit gloss par-ci, un petit rouge à lèvres par-là, un petit vernis. Mais je vais moins vendre des grosses palettes pleines de couleurs, tu vois, ou des teintes très, très flashy. De blush, de rouge à lèvres, c'est moins le créneau en tous les cas de ma clientèle ici à l'atelier. Et c'est vrai qu'au début, bah, comme j'étais encore, tu vois, dans le bain de Mac, c'est compliqué hein, quand tu as été des années dans des entreprises, de te mettre à ton compte, c'est une sensation qui est assez particulière. Tu as presque l'impression que c'est un passe-temps. Tu n'as pas forcément l'impression que c'est ton boulot, quoi, tu vois. Oui. Donc, j'avais l'impression d'aller au fond de mon jardin et puis de m'amuser, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était assez particulier comme ressenti. Et au fur et à mesure du temps, bah, c'est vrai que je me suis approprié les lieux, la clientèle aussi. Et maintenant, je suis plus dans une démarche de transformer petit à petit la marque sur quelque chose de plus
de plus fonctionnel et puis de plus logique par rapport à ma clientèle aujourd'hui ici. Voilà, le retour de mes clientes. Donc, au fur et à mesure, quand il y a des produits qui sont sold out, si je vois que c'est des produits qui ont mis un petit peu de temps à marcher, par exemple, c'est pas forcément un produit que je refais. Des fois, c'est moi-même qui ai envie de changement et je vais arrêter une gamme et je refais autre chose. Voilà. Je comprends, ouais. Et je vois que tu as fait En fait, je vois que toute l'année là qui vient de s'écouler, tu as fait un sacré chemin, en fait, et c'est assez logique, dans le sens où, comme tu le dis, en fait, tu es parti d'un point A qui était Mac et qui était tout un autre univers à C'est la ça. création de ton entreprise. Et tu t'appropries un petit peu tout le concept en fait que tu as voulu faire et qui correspond pas C'est forcément ça. à ton point A. T'étais Et un peu à tâtons, quoi. Tu vois, au début, tu pars, t'es un peu à tâtons, c'est compliqué. Tu t'as pas forcément de recul sur la situation. Puis c'est vrai que ce plan de départ, quand on nous l'a proposé, bon, fallait monter un projet assez vite. Alors moi, je savais quel projet je voulais monter, donc ça n'a pas été un problème pour le projet. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé sur la marque, je l'ai fait un peu sur toute la marque, pas rapidement, mais j'ai peut-être pas pris le temps assez de réfléchir à justement assez long terme. Et j'ai fait un peu sur l'impulsion de moi ce qui me faisait plaisir. ouais, bien sûr, je comprends et c'est hyper logique et c'est hyper intelligent de ta part justement d'avoir pris le temps et d'avoir un peu mis à jour et actualisé ton projet et ce que tu devais faire par rapport à ton entreprise Mmh. aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler à ce moment-là parce que moi, je vois en fait d'où tu pars, mais peut-être que les gens qui nous écoutent auront pas toutes les références, on va dire. Mais c'est vrai que quand il y a un an, je pense, quand tu es parti Mmh. de Mac, tu avais effectivement une grosse communauté sur Instagram et tu étais pas connue sous le nom et sous l'Instagram Jolie Cocotte, tu étais Mmh. sous le pseudonyme de Ben French MUA. Mmh. Et tu Exactement. postais, beaucoup, beaucoup Ouais, ouais. de maquillage que tu faisais sur toi et qui étaient des make-up incroyables. Et tu faisais beaucoup de stories aussi, je me Oui. souviens, sur Ouais, ouais. les produits, sur les soins, et tu avais toujours un avis hyper pertinent sur même les nouvelles sorties de produits. Moi, je sais que j'adorais regarder tes stories et ton Instagram, parce que déjà, enfin, tes make-up sont trop beaux, donc c'était un plaisir à regarder. Et au-delà de ça, tu as toujours eu de super infos et de super avis de plein de produits, quoi. Donc, Bah après, c'est vrai qu'à cette époque-là, on m'envoyait beaucoup de produits et je montrais pas toujours tout parce que j'essayais souvent, enfin, en tout cas, quand c'est des produits de soins, ouais. des fois, j'essayais, ou même quand je recevais du make-up, si ça me plaisait pas, en fait, je le montrais pas. Voilà, tout simplement. Et quand je montrais, c'est vraiment que je trouvais ça sympa. Et c'est vrai que les soins et puis tout le reste, d'ailleurs, j'avais toujours un avis franc. Enfin, Ouais. moi, je suis pas très différent dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. C'est une chose qu'il faut savoir. Donc, comme j'ai un franc-parler en général, quand je trouvais pas ça bien, bah, je disais que c'était pas bien. Enfin, moi, je suis pas de ceux qui déjà à l'époque, je n'étais pas payé pour ça, on m'envoyait juste les produits gratuitement, ce qui était déjà ce dont je suis assez reconnaissant déjà. Hein. Mais j'étais pas, voilà, je voulais pas me dire on m'envoie des produits gratuitement, du coup il faut que je les brosse dans le sens du poil et que je dise que c'est super alors que c'est nul. Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible et je pense que c'est quelque chose qui se perd aussi aujourd'hui sur les réseaux d'ailleurs. Hein. C'est vrai, je suis pas mal d'accord avec toi et c'est pour ça que j'aimais autant ton contenu parce que c'est vrai que je sais pas si ça date de un an, mais c'est vrai que ces derniers mois, dernières années peut-être, je sais plus quand est-ce que tu as arrêté exactement. Ouais, ça doit faire un an que j'ai arrêté, un petit peu plus d'un an, je crois. J'ai Ouais. arrêté en juillet, je crois, ouais. Donc peut-être un an et demi. Mais c'est vrai que j'adorais en fait voir tes avis, voir tes stories parce que je savais que ton avis était pertinent et que tu n'allais pas dire d'un produit qu'il était bien si tu Mhm. n'était pas le cas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a dû avoir une sacrée mise à jour de ta communauté parce que je sais que tu as fait le choix de garder le même Instagram, donc C'est avec la ça, même communauté, et de changer de branding en fait, de changer ton c'est pseudo ça. Instagram et de supprimer d'ailleurs tous les posts en fait, toutes les photos que tu Ouais, avais. ça m'a pris un temps infini de faire ça. Ouais, Mais ouais, c'était vraiment un choix presque comme une coupure, tu vois. Pour moi, il fallait que je ouais, reparte sur quelque chose de nouveau. Alors, j'aurais pu très bien faire un Instagram à côté,
Mais Complètement. j'avais pas envie en fait je sais pas, je crois que j'avais plus envie de continuer à faire ça à côté. Disons que je pense qu'à l'époque, j'avais conscience que je me lançais dans quelque chose qui allait être quand même du boulot et je me suis dit: «Ça va pas me laisser de temps assez à côté pour, continuer voilà, à faire des make-up, à faire tout ça sur moi». Et puis pour te dire la vérité, je vieillis comme tout le monde et c'est vrai que de voir ton physique un peu changer, et c'est le problème des réseaux sociaux d'ailleurs, hein, Mmh. c'est que c'est compliqué, hein, on est dans un métier de paraître, hein, faut pas l'oublier, donc c'est compliqué quand tu es dans l'esthétique de te voir changer. Et c'est vrai que bah, j'ai pris un peu de poids, voilà, j'ai vieilli un peu au niveau des yeux, au niveau de la paupière, tu vois, je ne retrouvais pas le résultat que je voulais, tout ça. Et presque, je me sentais pas ridicule, mais pas forcément légitime de continuer à le faire, tu vois. Donc, D'accord. ça m'a poussé un petit peu à arrêter, en fait, progressivement de faire ça. Et je regrette pas, hein, voilà, je me suis fait un bouquin, tu vois, avec tous les looks que j'avais fait depuis toutes ces années Mmh. sur Insta. Et voilà, j'ai un super souvenir. Quand je regarde, je me sens fier quand même de ce que j'ai fait. Je me dis, bah voilà, quand Et j'aurai pourquoi? 80 ans, je pourrais retourner mon livre et je me dirais, ah, c'était chouette, tu faisais ci, tu faisais ça. Et voilà, ça me fait un souvenir en tous les cas. Je l'ai pas fait dans le vent, quoi. C'est pour ça que je voulais faire un bouquin pour me rappeler de tout, parce que je trouvais dommage de tout supprimer et puis de plus avoir de souvenir du tout de ce que je faisais, quoi. Ouais, tu as bien fait, c'était un beau chapitre de ta vie et puis c'est normal Ouais, aussi franchement, ouais. que tu en aies entamé un nouveau et c'est, C'était chouette. Après, franchement, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail. ouais. Pour moi, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, il faut faire que ça. Ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices sur ta vie privée. Et c'est vrai que bah, moi, en vieillissant, bah, je mets plus l'accent sur ma vie privée sur ce genre de choses. Et du coup, je passe moins de temps. Donc, je fais deux, trois stories de temps en temps, mais je t'avoue que je le fais parce que je reçois beaucoup de messages encore. Parce qu'il y a une partie de ma communauté qui ne comprend pas ce que c'est Jolie Cocotte, hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de piger ce qui s'était passé. Donc, je pense qu'il y en a qui se disent, mais c'est quoi Jolie Cocotte? C'est quoi ce truc? Pourquoi je suis abonné à Jolie Cocotte? Il y en a d'autres qui savent que c'est moi. Et je reçois beaucoup de messages de pourquoi tu fais plus de story, pourquoi tu fais plus ci, pourquoi tu montres plus ça, tu vois. Et Mmh. c'est vrai que des fois, je le fais comme ça, mais moi, si ça tenait qu'à moi, j'en ferais plus particulièrement. Et en plus, pour te dire la vérité, je trouve que les réseaux sociaux, enfin Instagram en tous les cas, moi aujourd'hui, professionnellement, ça me rapporte rien du tout, honnêtement. D'accord. C'est, J'allais te c'est, poser c'est- la j'ai- question justement. Non, ouais, ça me rapporte rien du tout. Alors, je dis ça me rapporte rien. Quand j'ai lancé la marque, ça m'a rapporté quelque chose parce que c'était mon ancien, c'était Ben French chez Mua, donc du coup c'était plus sur ma, ma pseudo popularité que j'ai pu vendre ce make-up là. Peut-être que j'aurais moins vendu si j'avais tout essayé de vendre sous l'Instagram Jolie Cocotte. Oui. Mais aujourd'hui, Jolie Cocotte, Instagram, ça me rapporte pas forcément grand-chose. Peut-être quelques rendez-vous par-ci par-là, hein, je dis pas. Mais moi, sur mon site internet, j'ai des données analytiques sur justement Instagram, Internet, etc. Et c'est vraiment Internet, moi, qui me ramène du monde. Tu vois, c'est le fait que le bouche-oreille se soit fait, que j'ai fait un site internet, que les gens me laissent des commentaires, que voilà, il y a tout ce côté-là en fait qui fait que aujourd'hui, si ça marche, c'est grâce à ça et plus du tout grâce aux réseaux sociaux. D'accord, donc toi, ta communication pour ta nouvelle entreprise, parce que ça, c'est une information super importante. Quand tu as créé ton entreprise, tu as misé ta communication sur le site internet et le bouche à oreille. Ouais, exactement. Ouais. Parce que pour moi, voilà, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas voué c'est voué à ne plus forcément servir à ça. On le voit, hein, déjà, il y a tout le phénomène TikTok qui migre. Mmh. Et ce côté TikTok, c'est beaucoup de transformation de make-up, c'est pas moi, en termes de business, pour qui ça va me rapporter quelque chose. Tu vois, en termes de business, moi, sur mon business à moi, toutes ces vidéos de transformation, de trucs de machin, moi, ça va rien me rapporter. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça devient beaucoup plus je vais pas employer le mot voyeurisme parce qu'il y en a toujours eu sur les réseaux sociaux du voyeurisme, mais c'est plus c'est un passe-temps, quoi. Les gens, ici, c'est presque de la satisfaction de regarder ces gens qui font des transitions de transformation, etc. Maintenant, c'est beaucoup sur ça, mais tu sais, les réseaux sociaux, ça évolue tellement vite que je trouve c'est vraiment des hautes marches à chaque fois qui se gravissent et on passe de tout à rien, quoi. Le vieux, moi, pour te dire, j'ai commencé sur YouTube il y a 10 ans de ça. D'ailleurs, je n'ai pas supprimé ma chaîne, elle existe toujours. Et je faisais des vidéos sur ma cousine. Et en fait, je reprenais des clips connus de chanteuses et je reproduisais le make-up sur elle.
OK. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que si à l'époque je l'avais fait sur moi, j'aurais été dans les premiers mecs à faire des vidéos YouTube make-up finalement. Et je le faisais sur elle parce que je me sentais ridicule de le faire sur moi, tu vois, à l'époque. J'avais peur du jugement ou je ne sais pas. Et du coup, je le faisais sur elle. Et puis, j'ai commencé à faire sur moi après des trucs plus pour Halloween, tu vois, des transformations un peu Halloween. Et ça a commencé à bien marcher. Et j'ai une vidéo, la vidéo qui a le mieux marché, c'est une vidéo où je fais le Joker. Et j'ai là aujourd'hui 1,8 million de vues sur cette vidéo-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je ne me renseignais pas sur YouTube. C'est pas comme maintenant où c'est devenu un vrai boulot. À l'époque, je mettais les musiques qui correspondaient au clip, au machin. Et après, il a commencé à y avoir des lois où tu n'avais pas le droit d'utiliser la musique. Donc, en fait, on me supprimait le son. Et en Mmh. fait, il faut savoir que sur YouTube, tu es monétisé bah voilà, sur ta vidéo, mais elle ne peut pas être monétisée si du coup, tu as mis une musique connue. Ouais, donc Voilà. du coup, tu aurais pu gagner de l'argent via YouTube, mais Voilà, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent et malheureusement aujourd'hui, comme j'ai mis des musiques qui étaient connues, elles ont été supprimées. Donc, et malgré que maintenant il n'y ait plus de son sur ces vidéos-là, elles ne peuvent pas être monétisées au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une chaîne que je travaille plus depuis très longtemps. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur cette chaîne-là. Je la laisse vivoter en fait, je sais pas, sentimentalement sûrement. J'ai supprimé quelques vidéos. Bah il y a plus ce que je faisais avec ma cousine, j'ai tout supprimé. Il reste que ce que je faisais à peu près moi et c'est tout. Mais OK. c'est pour dire que, tu vois, le vieux YouTube, tu étais là, tu faisais des make-up, des explications. Aujourd'hui, on est rendu à faire des transformations sans explication. Donc, tu vois, il y a un fossé, je trouve, en fait, qui s'est creusé par rapport à ça. Ça évolue beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que tu vois, j'ai pas mal du coup dans mon entourage de personnes qui se lancent dans l'auto-entreprise ou qui créent leur entreprise et moi, tu vois, au contraire de toi, je vois beaucoup de personnes se servir d'Instagram encore aujourd'hui pour Mhm. en fait se faire connaître et ils appuient vraiment leur stratégie de communication sur Instagram. Alors pas que sur Instagram effectivement, parce que maintenant il y a plein d'autres supports qui peuvent être un tremplin, on va dire comme TikTok Mhm. par exemple. Mais c'est vrai que il y a toujours des mises à jour, il y a beaucoup de changements et il faut savoir, Ouais, on va dire surfer sur la c'est vague et compliqué. se tenir au courant de tout et s'adapter petit à Et petit. les algorithmes changent beaucoup, donc Ouais. c'est jamais la même chose. Donc, je trouve que c'est assez galère. Et pour te dire, moi, mes stories de l'époque et mes stories de maintenant, c'est plus du tout le même nombre de personnes qui les regardent par rapport à avant. Avant, je faisais des stories, j'avais 10 000 personnes qui regardaient. Maintenant, aujourd'hui, je fais des stories. Si j'ai un petit peu moins de 1 000 personnes, je suis content, quoi. Et encore, des fois, tu as 500 personnes et c'est tout. Tu vois? Mais parce que aussi, tu as changé en fait. Tu as changé Oui, vraiment il y a ça du aussi. coup, Il y a ça aussi. ton Mais c'est contenu. vrai que je pense que les réseaux sociaux, ça dépend. Je pense que c'est une bonne vitrine, on va dire, Instagram aujourd'hui. D'accord avec toi. Et voilà, c'est une bonne vitrine, mais je pense qu'il y a d'autres choses plus concrètes, notamment tout ce qui est Google Business, vraiment tout ce qui est référencement Internet, où là, c'est un vrai plus. Alors, moi, je parle, moi, par rapport à ce que j'ai créé, en tout cas ici. Moi, les gens, tu vois, quand ils cherchent quelqu'un, voilà, et moi, ils vont taper, je sais pas, moi, Institut Sainte-Eulalie, bim, ils vont tomber sur moi, quoi. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais, Et bien c'est sûr. des gens, parce que il faut se dire aujourd'hui aussi que tout le monde n'est pas calé en réseaux sociaux, que tu as des gens aussi qui ne veulent pas de réseaux sociaux. Donc voilà, ça reste quand même une bonne vitrine, mais pour moi, il faut aussi avoir un chemin principal pour te faire connaître. Et moi, en tous les cas, pour moi, ayant tout connu, voilà, tout connu, ayant connu différentes manières de faire, en tous les cas, moi, pour moi, c'est plus Internet directement, le moteur de recherche en lui-même, qui est le plus efficace aujourd'hui. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est tout simplement, tu as créé une entreprise avec un concept, et Mhm. forcément, tu as dû définir ce qu'on appelle ta clientèle cible, et il faut s'adapter C'est en ça, fait à son mode de communication, comment exactement. elle va te trouver. Et effectivement, ta clientèle d'aujourd'hui va avoir, je pense, plus de facilité à te retrouver via Internet parce qu'elle va rechercher un atelier, C'est elle va ça. rechercher des prestations que sur Instagram. J'imagine que ta clientèle cible n'a pas
forcément Instagram et n'est pas au courant voilà, de Il y tout en ce a qui... beaucoup qui l'ont, mais tous ne l'ont pas. Et voilà. Et après, c'est vrai que j'aurais très bien pu. Tu sais, au début, quand j'ai bossé sur le concept de l'atelier, j'ai bossé sur plein de concepts différents. Donc, au début, j'étais parti sur des trucs. Au début, j'avais pondu un concept très, tu sais, comme les diners, un petit peu des années 50, avec le damier par terre, tout ça. Enfin, je voulais vraiment Ouais. faire un truc comme ça au début, parce que je trouvais l'ambiance hyper sympa. Et voilà, j'ai fait plusieurs concepts comme ça, mais ça collait pas vraiment avec l'environnement. Donc, j'aurais très bien pu, tu vois, faire un truc très moderne, avec du coup vendre que des produits super modernes, des palettes flashy, des trucs flashy qui s'adressent qu'à une clientèle euh, très branchée, quoi, en gros. Et c'est vrai que là, peut-être que cette clientèle-là aurait été très réseau, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je compose avec ma vie professionnelle d'aujourd'hui, en fait, tu vois. Et finalement, tout se lie aussi un petit peu au fur et à mesure. Parce que quand j'étais jeune, j'aurais peut-être pas fait des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, tout va avec, tu vois, ça va avec mon environnement de vie à moi, mon rythme de vie à moi, mes envies à moi. Donc, tout se fait en fait naturellement. Mais après, Complètement. je suis d'accord que pour plein de gens, Instagram, c'est sûrement très, très bien. Il y aura sûrement peut-être une plus grande visibilité qu'Internet. Tout dépend ce que tu fais et comment tu souhaites travailler les choses. C'est certain. Il faut s'adapter et être sûr de son projet et s'adapter en fait à son projet, à la clientèle qu'on cible, tout Bien simplement. sûr. Et aujourd'hui, alors je sais que tu es sans filtre et que tu n'as pas vraiment de tabou, donc je vais me permettre de te poser Mhm. quelques questions du style, un an après l'ouverture de ton atelier et la Ouais. création de ta marque, est-ce Mhm. qu'aujourd'hui tu peux vivre à 100% de ton activité? Oui. Tu as mis combien de temps pour réussir alors te tirer un salaire ou vivre 2 mois. de l'activité? Deux Ok. mois. Est, Ouais. euh, ce qui est une très très bonne durée, franchement, j'ai envie de te dire Ce qui est un félicitations. record. Moi-même, je ne pensais pas du tout que ce serait suffisant. Tu vois, je me suis dit, je vais mettre. Je ne savais même pas, parce qu'il faut savoir que quand on fait un plan de départ, on touche le chômage à côté pendant 2 ans. Oui. Donc, c'était aussi une sécurité pour moi de me dire, je vais avoir le chômage en plus de partir avec un petit chèque. Tu as aussi le chômage à côté pendant 2 ans. Donc, Mhm. c'est quand même chouette. Et je me disais, ce sera un petit peu la béquille de sécurité. Si jamais je ne travaille pas assez, je sais que j'aurai ça. Mais franchement, je te le dis honnêtement, tout de suite, je me suis dit, même si moi j'ai cru en mon projet tout de suite, je me suis dit, ça va peut-être mettre 2 ans pour marcher. Si ça se trouve, je n'aurai pas assez du chômage pour me rendre compte si ça marche ou pas. Et viendra sûrement le moment où il va falloir que je décide, est-ce que j'arrête ou pas. Tu vois, parce qu'il ne faut pas non plus après se retrouver à avoir, parce que moi j'ai pris le risque de construire quelque chose, en tous les cas, enfin, de rénover un endroit. Et il ne faut pas arriver au moment où tu te dises, bon, j'ai dépensé de l'argent pour rénover cet endroit, faut que je le ferme parce que ça ne marche pas. Tu vois, donc c'était vraiment une prise de risque aussi. Et, et c'est vrai que je ne savais pas du tout. Et moi, je me suis dit, ça va pas marcher forcément tout de suite comme ça. Et d'ailleurs, dans ton accompagnement de plan de départ, forcément, on a fait des prévisionnels pour l'atelier ici. Et le prévisionnel pour te dire, je suis sur mon prévisionnel de presque troisième année. On fait un prévisionnel sur 3 ans et je suis presque sur le troisième là, pour ma première Super. année. Je suis à cheval entre les deux. Mais déjà, je pensais même pas que j'arriverais au premier. Tu vois, moi, j'étais parti vraiment sur un tout petit chiffre la première année parce que je me suis dit, voilà, personne ne me connaît, il faut le temps que le bouche-oreille se fasse. Je suis au fond d'un jardin, ça va pas forcément se faire rapidement. Je suis pas dans le plein centre de Bordeaux, je suis à Sainte-Eulalie, donc c'est pas loin de Bordeaux, mais c'est plus excentré. Donc Mhm. forcément, ça nécessite de prendre en compte que tu as une effervescence qui est moins importante que dans Bordeaux. Mhm. Et voilà, donc je suis le premier hyper fier et hyper surpris d'avoir eu la chance comme ça que ça fonctionne bien tout de suite. Mais après, il faut faire attention parce que ça ne peut pas être forcément le cas pour tout le monde. Mais moi, vraiment, voilà, aujourd'hui, je sais que je peux en vivre. Mais après, ta question, c'est délicat parce que aujourd'hui, je peux te dire que je peux en vivre. Mais peut-être que dans un an, je vais te dire que ça marche plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais Donc, c'est vrai que c'est là aujourd'hui, je peux te dire que je peux en vivre, mais j'espère, et c'est aussi ce stress d'être dans l'entrepreneuriat, c'est de te dire qu'il faut que tu fasses perdurer ton entreprise, et c'est là le challenge aujourd'hui. complètement. Et qu'est-ce qui, je sais pas si ma question est pertinente, mais tu me le diras. Qu'est-ce qui fonctionne le plus dans son activité? Est-ce qu'il y a, par exemple, le pôle coiffure? Est-ce que c'est le pôle maquillage? Est-ce que c'est la vente de tes produits? Alors, Qu'est-ce ta qui question, fonctionne? elle est assez pertinente parce que finalement, ce qui marche le plus, c'est la coiffure, mais c'est ce qui me rapporte le moins.
Voilà. D'accord. Donc, ce que je fais le plus, c'est ce qui me rapporte le moins. Aujourd'hui, ce que je fais le moins, c'est le make-up. Donc, tu vois, c'est là où c'est marrant parce que je suis parti en fait en créant ce truc comme un maquilleur, alors qu'en fait, Oui. c'est pas du tout ce que je fais le plus du tout aujourd'hui. Et je le fais l'été pour les mariés, évidemment. Et après, je vais le faire ponctuellement sur des formations, sur des make-up pour des anniversaires, tu vois, des trucs comme ça, des nanas qui sont maquillées pour des anniversaires, mais ça va être un peu plus ponctuel finalement, et c'est aujourd'hui ce que je fais le moins. Ce que je fais le plus, c'est la coiffure, mais c'est ce qui me rapporte le moins, et ce que je fais au milieu et qui me rapporte le plus, c'est tous les massages, les tatouages de sourcils, le blanchiment dentaire, les soins visage. Vraiment, les soins en termes généraux, c'est ce qui me rapporte le plus, c'est quelque chose qui chiffre un petit peu plus rapidement, et par rapport au temps que tu passes, ça chiffre plus vite. Bah, super intéressant parce que effectivement, je connais pas mal de maquilleuses qui sont à leur compte et qui sont maquilleuses, donc on peut dire à 100%, et pour, entre guillemets, arrondir les fins de mois ou pour pallier en fait à la saisonnalité, parce que on sait que quand on est maquilleur professionnel, on a une grosse saisonnalité en été avec les mariages, mais à partir de octobre-novembre, le chiffre d'affaires Ça. est un peu moindre. Et effectivement, j'en connais beaucoup qui proposent des services de soins, donc que ce soit les cils, enfin toutes les Mmh. prestations de services qu'on connaît, et qui proposent ça pour pallier justement à ça. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te poser la question de qu'est-ce qui fonctionnait le plus, parce que je sais que toi, tu es multiservice. Donc, Ouais. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se lance dans le make-up. Et d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, parce que il y a quelques années de ça, alors pas très loin en arrière, mais il y a peut-être 3, 4 ans de ça déjà, je rencontrais des gens qui se lançaient que dans le make-up et qui me disaient déjà à l'époque que c'était compliqué de faire que ça. C'est compliqué de faire que ça. Que du maquillage, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que la société, elle se digitalise beaucoup. mhm. Et il y a plein de gens qui regardent les vidéos sur YouTube pour le faire eux-mêmes. Donc, voilà, il y a tout un côté fausse concurrence, entre guillemets, qui dessert aussi à faire que ça. Donc, c'est important aujourd'hui de savoir se diversifier. Comme toi, par exemple, tu as su diversifier avec la formation, avec le soin, avec tout ça. Pour moi, c'est pas possible de faire que du make-up. Tu peux pas forcément en vivre aujourd'hui. Si tu te dis, je vais faire que des leçons et je vais maquiller que des gens toute l'année, tu vas jamais maquiller des gens toute l'année. C'est pas possible. Et du coup, je pense que c'est un budget, en fait, vraiment un gain, en fait, qui est pas assez rentable, quoi. C'est-à-dire que tu vas devoir faire hyper attention à ce que tu gagnes sur 2, 3 mois, l'été avec les mariés, pour le reste de l'année, limite, quoi, tu vois. Donc, je trouve pas ça forcément très viable. Et puis, je trouve qu'en termes de faut savoir te remettre dans le bain du calme l'hiver jusqu'à aller à fond l'été. Et c'est pas forcément facile de faire réchauffer la machine. Et puis même pour soi-même, quoi, faut aussi arriver à s'occuper l'hiver, à faire autre chose. Parce que c'est aussi ton fonctionnement à toi et que tu as toujours, enfin, ce qu'on entend dans ton parcours et dans ton discours, c'est que en soi, le maquillage, ça a été peut-être ton kiff numéro un pendant des années, mais tu as toujours eu envie d'allier un petit peu ce talent que tu as à d'autres choses, À quoi. d'autres choses, ouais. Et après, bon, moi, j'ai toujours un côté, moi, j'estime que je suis jamais défaitiste, mais que je suis quelqu'un de réaliste. Mm. Et, et je suis très, très réaliste de comment évolue la société. Et je pense que quand tu démarres un nouveau métier, c'est aussi à prendre en compte. Donc, malheureusement, le milieu du make-up, c'est un milieu de passion. Et vivre de sa passion, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Donc, il faut essayer de trouver euh, quelque chose pour allier ta passion avec quelque chose qui gravite quand même autour pour avoir quand même une roue de secours. Parce que plus ça va, plus le train, pas le train de vie, mais je veux dire, la vie devient chère, tout devient un petit peu compliqué en tous les cas pour s'en sortir. Donc, faut aussi vachement penser à ça. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec une amie et je disais qu'aujourd'hui, quand tu veux te mettre à ton compte et que tu veux créer une entreprise, c'est vrai que presque il faut te dire, bon, en cas de Covid, en cas de virus, est-ce que ça marcherait? En cas d'inondation, est-ce que ça marcherait? En cas de guerre, est-ce que ça marcherait? Enfin, Ouais, tu tu vois, peux pallier à tous les c'est ça, tu vois, en cas de hausse catastrophes d'énergie, éventuelles.
tu vois, c'est horrible à dire, mais aujourd'hui, la société, malheureusement, on sait tous que voilà, ça n'a pas forcément en s'améliorant. C'est l'âge d'or de la cosmétique, du make-up, tout ça. Moi, j'ai connu en parfumerie, laisse tomber, on vendait des mascaras, je vendais des mascaras Lancôme, parce qu'à l'époque, je me souviens, Lancôme était très fort sur les mascaras, j'en vendais à tour de bras. Les gens, ils t'achetaient des crèmes à l'époque super chères et sans faire attention. Ils achetaient, ils claquaient, les marques sortaient des collections à n'en plus finir et c'était l'âge d'or. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Donc, je trouve qu'il y a une évolution de la société sur laquelle il faut faire attention et que la passion ne fasse pas l'impasse sur ça. Parce que ça reste quand même un business qu'on monte et il faut vraiment quand même y réfléchir correctement et pas se baser que sur sa passion. Il faut être aussi objectif sur la réalité du terrain. Tu sais, c'est comme quand on était chez Mac et que tu as des têtes pensantes qui se disent oui, ils vont faire ci, ils vont faire ça dans les magasins, mais ils ne sont pas là, eux, pour bosser et le faire. Et du coup, il faut être aussi conscient de la réalité du terrain, quoi. Et c'est exactement la même chose, je trouve, dans la vie professionnelle. Quand tu te mets à ton compte et que tu décides de te lancer comme ça, il faut faire attention à où en est la société aujourd'hui, en tous les cas. C'est vrai, effectivement, c'est important de le rappeler et de le dire. Après, peut-être que je suis un petit peu plus optimiste de nature, mais c'est vrai que je me Et je dis, ne suis pas défaitiste pour autant. j'ai pas dit que tu étais défaitiste. Je ne suis pas Je me dis défaitiste pour que autant. j'ai peut-être un côté un petit peu plus optimiste et je me dis que, en tout cas aujourd'hui, si vraiment le make-up c'est ta passion et c'est ce qui t'anime, tu trouveras une solution. Alors je dis pas que demain il faut se lancer en auto-entreprise, vouloir faire que du make-up et se dire que ça va marcher du feu de Dieu, etc. Mais je reste persuadée qu'il y a des solutions en fait et que tu peux les trouver en fait sur ton chemin, comme typiquement nous deux, quand on a commencé à travailler chez Mac, c'était en tout cas pour l'époque et pour le moment où on en était dans notre vie, sur notre chemin, dans notre carrière professionnelle, c'était une super expérience et on peut dire qu'on a vécu, tu vois, de notre passion parce qu'on parlait make-up toute la journée, qu'on maquillait des clientes, enfin, et pour autant, tu vois, ça a duré le temps que ça a duré, C'est mais ça. c'était bien sur le moment et puis après ça évolue petit à petit et donc je pense qu'il y a des solutions, mais effectivement tous les points que tu cites sont super importants à prendre en compte, surtout avant de se lancer, avant de créer une entreprise. Ouais, ouais, c'est hyper important. Mhm. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, on n'a pas forcément le même parcours, mais en tous les cas, on a travaillé pour la même marque, etc. Et on a travaillé ensemble aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Euh, Toi, justement, qu'est-ce que tu as comme vision aujourd'hui de ce monde du make-up et d'Instagram, voilà, comment évolue aujourd'hui le make-up par rapport à tout ce que tu as connu avant? En tous les cas, quelle vision tu as de ça? Alors c'est drôle, du coup là tu inverses les rôles et c'est toi qui m'interviews. C'est mon podcast, les gars. Alors du coup ta question est intéressante. Je vais te répondre. Alors, déjà, avant de répondre à ça, je pense que c'est important de faire cette précision. Je pense que sur Instagram, tu vois et tu te crées le monde que tu veux bien te créer. Je m'explique. Oui, ça, je me souviens que tu me l'avais déjà dit. Tu me l'avais déjà dit, ça. C'est vrai? Bon, Ouais, tu ouais, vois, oui, tu me l'avais dit parce que je me rappelle qu'à un moment, on avait discuté justement que j'avais plus forcément envie d'être sur Insta, de faire tout ça. Et je me souviens que tu m'avais dit, mais tu sais, Instagram, tu montres ce que tu as envie de montrer et finalement, tu te fais l'environnement que tu as envie de te faire, quoi. C'est à toi de sélectionner finalement les gens sur lesquels tu es abonné pour ne pas voir certaines choses, etc. tu vois, j'ai toujours la même façon de penser, en tout cas. Mais du coup, je vais la partager avec les gens qui me Uh-huh. suivent en ce moment. Parce que typiquement, là, on vient d'échanger et je me rends compte que j'ai une vision très différente, mais parce que voilà, j'ai choisi mes abonnements forcément sur Instagram et Ouais, je l'ai choisi par rapport à voilà, ce qui me plaît et ce qui me fait du bien, on va dire. c'est Euh, ça. Parce que voilà, je donne une info comme ça aussi aux gens qui nous écoutent, et tu n'es pas sans le savoir, mais je suis une personne assez sensible
Et du coup, si je consomme du contenu qui ne va pas être en cohérence avec moi, ma façon de penser et qui va pas me mettre dans un bon mood, Mhm. pas cohérent, c'est pas vivable pour moi et du coup j'ai besoin de consommer du contenu qui va me faire du bien, qui va me motiver, qui va me booster et du coup j'ai tendance à suivre les gens qui me plaisent et avec qui je match par rapport à la façon de Mhm. penser, etc. Donc c'est vrai que moi mes abonnements Instagram ça va être des maquilleurs parce que j'aime leur talent. Alors, pas forcément qu'ils me ressemblent, mais parce qu'ils m'inspirent. Je les trouve Mhm. hyper créatifs, etc. Je vais suivre aussi beaucoup de personnes qui entreprennent, qui réussissent, qui ont un bon mindset. Euh, et du coup, c'est pour ça que, tu vois, sur Instagram, je trouve que c'est toujours une bonne plateforme dans le sens où il y a beaucoup de gens qui partagent du contenu et du contenu de valeur. Alors, je prends pas tout, mais c'est vrai que j'ai tendance à enregistrer beaucoup de posts qui vont me servir, dans lesquels je me reconnais et qui font tilt. Et du Ouais. coup, Mhm. je vois beaucoup de personnes qui effectivement réussissent via Instagram, parce que moi je suis très Instagram, je suis pas trop TikTok, je commence à m'y mettre un petit peu parce que par la force des choses, je me rends bien compte que c'est une bonne plateforme et que c'est un bon tremplin, donc je commence à m'y intéresser un petit peu. Mais sur Instagram, moi je vois beaucoup de personnes qui s'en sortent et qui réussissent à vivre en fait de ça et qui en font leur vitrine. Mais j'ai envie de dire c'est plus qu'une vitrine parce que un site internet, quand tu es maquilleur, tu peux avoir un site internet et avoir ta vitrine et avoir des photos de ce que tu proposes, tes plaquettes, ta feuille, Mhm. etc. Sur Instagram, tu peux partager plus. Tu peux partager ta journée, ta façon de travailler, un peu ta façon d'être, etc. Alors moi, typiquement, je partage sur Instagram, mais je partage pas du tout ma vie perso, si ce n'est mon chat. Mais sinon, Ouais. je partage rien de très personnel, mais par contre, je partage quelques petites choses qui font que mes clientes, elles voient qui je suis, elles voient un petit peu de ma personnalité et Mhm. ça fait 1 an aujourd'hui que vraiment mon Instagram, en tout cas mon Instagram prestation, hein, pas mon Instagram que j'ai Ouais, créé ouais. à l'école, mais ça fait 1 an que j'ai orienté mon Instagram Presta vraiment dans mon entreprise, dans mon métier de maquilleur. Et toutes les clientes qui me contactent et qui prennent rendez-vous avec moi, euh, Mhm. elles ont ça en commun qu'elles veulent prendre rendez-vous avec moi parce que la personne que je suis, elles ont matché avec et parce que du coup, le make-up que je propose leur correspond, etc. Mhm. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai une cliente, ça se passe extrêmement bien dans nos échanges, ça match très très bien. J'ai eu aucun souci avec aucune de mes clientes et je me dis que c'est une chance. Je suis hyper reconnaissante de ça, mais c'est, je pense aussi parce que j'ai réussi à bien communiquer et à bien créer un peu ce monde en fait qui est le mien sur ma page Instagram. Mhm. Contrairement par exemple, quand j'étais chez Mac et que je pouvais avoir une multitude de clientes, certaines avec qui ça se passait très bien, mais certaines avec qui ça se passait peut-être un peu moins bien, parce qu'elles venaient pas pour moi, elles venaient pour la marque et Oui, la ouais. concurrence, ça ne sert pas. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question que tu m'as posée, mais c'est vrai que moi, Instagram, je fais vraiment attention à ce que je Oui. consomme, Ouais, ouais. ce que je Bah, vis. c'est vrai que moi, après, à l'époque où j'étais beaucoup dessus, le problème, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que commencé à marcher, c'est que bon, bah, je m'abonnais à beaucoup de gens qui, eux, se abonnaient à moi. Des fois, je regardais même pas qui c'était, je m'abonnais en retour. Enfin, j'ai pas forcément fait attention à ça, mais c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu plein de monde, en fait, qui a gravité un peu partout. Puis, j'ai été obligé de m'abonner un peu aux marques pour qu'elles me voient, etc. Enfin, c'est vrai que ça a pris après une ampleur qui était très bizarre parce qu'on est vite passé sur le côté voyeurisme où les gens, ils se contentaient pas de vouloir des conseils, ils voulaient voir ta vie privée, ils voulaient voir. Et moi, je pense qu'après, j'ai basculé sur un côté où ça me plaisait plus du tout ce côté-là. Et effectivement, j'ai pas moi travaillé mon Instagram en ce sens-là parce qu'à l'époque, c'était pas un Instagram de prestation de quoi que ce soit. Tu vois, c'était tout autre chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué de comparer parce que j'ai pas, à l'époque, moi, je travaillais pas mon Instagram pour ça. C'était vraiment en fait
on m'envoyait des produits, je faisais des visuels et je parlais des produits. Et voilà, en fait, il n'y avait pas d'histoire de prestation dans l'histoire. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément pris soin, en fait, de trier vraiment mon Instagram parce que finalement, quelque part, je ne pouvais pas forcément le faire, quoi. Je ne pouvais pas forcément le trier parce que ça m'aurait enlevé à l'époque par rapport à ce que je faisais de la visibilité. Oui, Quand tu fais des prestations, je pense que c'est peut-être autre chose aussi. C'est autre chose. complètement, oui. Et puis, en soi, c'était pas une mauvaise stratégie ce que tu avais fait à l'époque parce que ça a très bien marché, ça t'a permis d'avoir une super visibilité. Moi, Oui, je c'est sûr. me rappelle, avant même qu'on se rencontre en vrai parce qu'on a travaillé ensemble, je te connaissais des réseaux et tu vois, bien qu'on ait, j'ai envie de dire un type de make-up très différent. Moi, tu étais un maquilleur vraiment que j'admirais et j'adorais, regarder ton Instagram et suivre tes stories et cetera. Donc enfin, tu vois, ton Instagram est venu jusqu'à moi alors qu'on Oui, se oui, connaît ouais, pas. ouais, Donc c'est ça. même si tu avais pas de stratégie, ce que tu as fait en fait sur Instagram, ça a très bien fonctionné. Ça t'a permis de réceptionner des produits, d'être connu des marques, de faire voir en fait ton talent. Et après, c'est effectivement autre chose. Ah, moi, Donc, ça s'est fait vraiment en freestyle au fur et à mesure et j'ai rien contrôlé du tout, quoi. ouais, Voilà. mais parce que aussi, tu avais beaucoup de créativité et que ça a vachement plu. Et ce que je comprends, tu vois, moi, ça m'étonne pas, tu vois, quand t'as un talent comme le tien et que tu arrives à le mettre en valeur parce que tu mettais très bien ton travail en valeur. Ça m'étonne pas, tu vois, que ça ait pris à l'époque. Alors après, il y a un truc où je te rejoins, c'est que là, aujourd'hui, avec du recul, je pense que voilà, que tu crées une entreprise ou que tu sois sur les réseaux ou peu importe, il faut que ce soit quelque chose qui te ressemble quand même. Mhm. C'est important, en fait, que ça colle avec, euh, avec ce que tu vis, avec qui tu es, parce que si c'est l'inverse, ça va vite se voir, en fait, et ça va vite coincer. Donc, je Mhm. suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, bon, bah, à l'époque où j'étais beaucoup sur Instagram, hein, je dis ça, la Terre n'était pas plate non plus, hein, mais c'est pas il y a si longtemps que ça. Mais à l'époque où je le faisais, c'était pas forcément mes envies de maintenant. Et mes envies de maintenant, elles sont plus. Je vais pas parler de terre à terre, mais voilà, je suis moins attiré en tous les cas sur les réseaux sociaux parce que pour moi, presque ça me polluerait un peu, quoi, tu vois. À Mhm. l'époque, je sais qu'en tous les cas, moi, ça m'a déclenché des complexes physiques. Tu vois, pour moi, comme tu dis, il faut sélectionner parce qu'il y a il y a une vraie problématique, un vrai danger derrière les réseaux sociaux. Euh, Outre ça, là, le fait de gens qui sont vachement complexés parce qu'ils voient qu'une telle, elle est comme ci, comme ça, alors que tout est retouché et que c'est pas la vraie vie. Mais tu as aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, beaucoup cette vague de maquilleurs qui a poussé, des maquilleurs de on ne sait où. Alors, encore une fois, il y a des pépites partout dans le monde qui existent. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement talentueux et qui le seront de manière autodidacte. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui font de la grosse merde et qui se prétendent maquilleurs, tu vois, qu'ont ce titre MUA. Oui, Et je mais trouve que ça, c'est vraiment un vrai problème. alors, sur ça, oui, dans le sens où je trouve que c'est un problème, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui créent un Instagram, qui proposent des prestations, qui postent des photos retouchées. Parce Mhm. que, encore une fois, c'est à la portée de tout le monde de créer un Instagram, de marquer prestation de maquillage, de poster quelques photos. Les clients ne te demandent pas de diplôme, c'est pas un métier qui est réglementé. Voilà, ça, c'est pas un scoop. Après, là où je trouve que ou en tout cas, je choisis de ne pas y voir un problème, c'est dans le sens où déjà, on le sait tous les deux, parce que ça fait maintenant de nombreuses années qu'on est maquilleur, donc je pense qu'on peut dire qu'on est maquilleur confirmé. Ce métier, c'est un métier de passion. C'est un métier où il te faut beaucoup d'endurance. Si vraiment t'es pas fait pour ça, tu vas vite déchanter. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, les personnes qui créent leur Instagram, qui commencent à avoir un peu de clientèle par rapport à ça et qui sont pas vraiment maquilleurs, la cliente, elle va faire appel à elle une fois.
ou à lui, hein, peu importe, à Oui, cette personne une et fois. elle ne le refera pas. Donc, et je me dis que, entre guillemets, ça éduque un peu la cliente, dans le sens où elle va faire appel à une maquilleuse, un maquilleur, une fois comme ça. La prochaine fois, elle va peut-être d'elle-même faire plus attention en fait aux Ouais, je vois ce que tu veux dire. sont présentés. Elle fera peut-être plus attention aussi à la manière dont la personne communique. Et la prochaine fois qu'elle aura vraiment besoin d'une prestation make-up, eh ben, sa recherche et sa démarche sera différente. Donc, Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est vrai que sur ça, encore une fois, je choisis de ne pas y voir un problème parce que voilà, tout ce que je t'ai dit. Et parce qu'aussi, je pense que, il y a de la place pour tout le monde. Le maquillage, c'est tellement maintenant connu via les réseaux sociaux. Il y a tellement de personnes qui ont envie de se faire maquiller maintenant pour leur mariage, les demoiselles d'honneur, les invités, la famille. Tout le monde a envie d'avoir un beau make-up pour être bien sur les photos et voilà, parce que c'est un joli jour pour les anniversaires, parfois pour une soirée. Avant, c'était pas le cas non plus. Ça, c'est vachement Démocratiser, ouais. ouais, voilà. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de demandes. Alors oui, il y a pas mal de maquilleurs, mais encore une fois, je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde et que si vraiment c'est ton truc et que, là, je vais mettre des gros guillemets, tu as une bonne communication, tu peux réussir Mhm. à vivre de son métier, de ce métier. Alors, pas à 100%, peut-être que tu vas faire quelques petites prestats à côté pour arrondir les fins de mois quand il y aura un petit creux. Mais je pense que c'est possible et c'est pour ça que moi, je le prends vachement avec un peu de détachement par rapport à tout ça, quoi. Mhm. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Bah, Et, disons que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle a accès à trop de choses en termes digital. Il y a accès à beaucoup de contenu et entre tous les réseaux qui existent, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très bien. Encore une fois, il y a des gens, c'est vraiment des vraies pépites et tu as ouais. aussi du polluant. Mais tu as quand même voilà, des choses qui te desservent un peu. Enfin, tu vois, même, je pense un truc con que tu as dû avoir toi aussi en boutique, Christina Cordula, quoi. Voilà, par exemple, tu vois, ça c'est un contenu télévisuel qui est pour moi polluant parce que les clientes, elles font l'amalgame entre ce qu'elle dit, et elle dit pas toujours que des trucs bien, des fois elle dit des grosses conneries, et les gens font l'amalgame. Donc ils vont te dire ah oui, mais Christina Cordula a dit que, ou alors, pareil, si tu prends YouTube, ils vont te dire ah oui, mais je voudrais tel produit qui n'est pas forcément en rapport avec leur type de peau, et toi, ton rôle, c'est de leur expliquer que c'est pas forcément en fait bon pour elle, en tous les cas, par rapport à son besoin de peau. Et elle va dire oui, mais pourtant, dans la vidéo, elle l'utilise et ça rend super bien. Tu vois, tout ça, le problème, en fait, de trop d'accès comme ça, c'est que les gens, ils ont tendance à faire l'amalgame un peu de tout. Et moi, ce que je regrette, c'est que il n'y ait pas eu plus de réglementation par rapport à tout ça pour que voilà, pour concentrer les choses de manière un petit peu plus fluide et un petit peu plus logique. Je trouve qu'il y a du contenu qui est trop polluant et parfois les clients font trop l'amalgame et c'est quelque chose que je regrette, quoi. Je regrette qu'il y ait des gens qui apportent du crédit à cette pollution. C'est ça, en fait, que je regrette aujourd'hui. Et malheureusement, c'est, comme je disais tout à l'heure, voilà, les réseaux, ils évoluent constamment. Peut-être un jour, ça reviendra à la normale. Mais bon, voilà, tu vois, moi, de mon point de vue, quand je vois l'évolution du début où j'ai connu YouTube à maintenant TikTok, voilà, en passant par Facebook, Twitter, Instagram et tout le tintouin, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es rendu à TikTok, y a quand même un sacré fossé qui, comme tu as dit, a du positif et du négatif aussi. Mhm. C'est ça, c'est qu'en fait, dans tout ce que tu dis, j'entends et je suis forcément un peu d'accord avec ce que tu dis parce que oui, c'est la réalité. Enfin, c'est clairement la réalité que tu dépeins. La seule chose, c'est que moi, j'y vois le négatif, comme tu dis, mais je vois aussi le positif dans le Mhm. sens où s'il n'y avait pas en fait YouTube, s'il n'y avait pas Christina Cordula, par exemple, eh ben, les clientes, elles auraient peut-être pas connu Mac, tu vois, et elles seraient peut-être pas venues en boutique.
Je pense que si, tu vois, ces clientes-là qui viennent nous dire, Christina Cordula, elle nous a dit ça, machin, elle est venue parce que Christina Cordula, elle a dit ça et que souvent, elle parle des produits. Des produits. Et des produits MAC. Donc, en fait, elle vient nous voir. Donc après, libre à nous de lui dire oui, bon, en fait, je vous dis que c'est pas cohérent avec vous. Enfin, peu importe ce qu'on peut lui dire par rapport aux infos qu'elle nous donne. Mais en soi, tu vois, le côté négatif, c'est que oui, on est obligé de refaire un peu, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais l'éducation, ou en tout cas, on Oui, est oui. de faire une petite mise à jour, mais elle est quand même là. Et peut-être que la prochaine fois, du coup, elle va revenir te voir toi, parce qu'en fait, toi, tu lui as donné des infos hyper pertinentes par rapport à elle, en fait. Donc, Ouais. mais aussi positif et je sais Oui, pas. il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux, mais après, bon, moi, encore une fois, j'ai connu vraiment un peu les deux et, et je te rejoins sur le fait que heureusement qu'il y a eu tout ça déjà avant, parce que ça a vraiment fait connaître déjà le make-up. Ah Voilà, ouais. ça lui a fait prendre une ampleur, mais de dingue. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des gens qui vont beaucoup cracher sur Kardashian, tu vois, Kylie Jenner ou des personnes comme ça, mais qui ont quand même fait beaucoup progresser l'industrie. On aime ou on n'aime pas, mais le personnage. Mais en tous les cas, c'est des gens qui ont fait beaucoup progresser l'industrie du make-up. Et, et, et voilà, heureusement qu'il y a eu accès à toute cette digitalisation en soi. Mais voilà, il y a tout un côté positif. C'est plus la manière dont ça évolue, en fait, où je trouve que c'est devenu un peu plus polluant. Mais après, je trouve que ça restera des super plateformes, en tous les cas. Et il y a toujours sûrement des gens qui réussiront. Moi, je mets juste un veto sur attention à pas s'emballer, quoi. Tu vois, c'est plus sur ce côté-là. Ah oui, non, mais complètement. Mais c'est vrai que je trouve que tous ces réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup de choses. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais typiquement, là où je peux y voir un positif, genre inestimable, c'est que je me dis, il y a 10 ans de ça, quand je me suis lancée, du coup, dans le make-up, que j'ai fait mon école, euh, Instagram, c'était, je crois, c'est tout début, c'était pas du tout aussi connu que maintenant pour le make-up, Mhm. pour plein de choses. 10 ans après, quand je me suis lancée du coup à mon compte, que j'ai remanié un petit peu mon Instagram, j'ai lancé, on va dire, j'ai annoncé que je faisais des prestations make-up, j'ai fait mes plaquettes tarifaires, je les ai postées sur Instagram. Euh, je pense, 4, 5 mois, j'avais booké toute ma saison d'été de mariage. Mhm. C'est quand même un truc génialissime. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout investi dans la publicité, j'ai pas eu besoin de démarcher, d'aller distribuer des flyers, je sais pas comment j'aurais pu faire à l'époque pour me faire connaître mon Mhm. entreprise et pour commencer à avoir des clientes. J'étais chez moi, j'ai posté ce que je savais faire. Et ça s'est fait tout seul. Et je me dis que c'est quand même un tremplin et un moyen incroyable C'est une vraie vitrine. Franchement, c'est une vraie Ouais. vitrine. C'est une vraie vitrine. Après, je pense qu'il faut vraiment adapter les choses à ce qu'on a envie de créer, à ce qu'on a envie de faire, quoi. Parce qu'il y a plein de possibilités aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que, par exemple, un site internet, ça coûte de l'argent. Enfin, voilà, faut essayer de trouver des réponses, des solutions face à ces moyens, quoi. C'est... Mais parce que aussi, et d'ailleurs c'est très bien qu'on en parle, tu vois, j'y pense, c'est bien d'aborder le sujet. Quand on est maquilleur et qu'on veut vivre de ce métier, au-delà de savoir maquiller et d'avoir de bonnes techniques, c'est super important en fait de gérer son entreprise, de savoir gérer sa Bien communication sûr. et de savoir en fait je sais pas comment on peut dire, tout ce pôle en fait dont on parle peu quand on est maquilleur. Oui, on est maquilleur, on est technicien entre guillemets, mais à côté de ça, il faut savoir être aussi chef d'entreprise et ça, Bien en fait, sûr. personne nous l'apprend quoi. Quand on C'est va vrai. en école de make-up, on apprend à maquiller, on n'apprend pas à avoir des clientes, on n'apprend pas à bien communiquer, à avoir des contrats. Ça, c'est vraiment, on est un peu lâché dans la nature et on verra si tu t'en sors quoi. C'est Donc, ça. ça, c'est quand même une vraie problématique. Ouais, parce que quelque part, tu auras beau être le meilleur
make-up artistes du monde. Enfin, voilà, la renommée, elle fonctionne parce que tu vas te faire connaître. Donc, c'est sûr que la communication, c'est ultra primordial et il faut vraiment bosser dessus, quoi. Parce que je trouve que c'est pas un truc qui se fait vraiment en freestyle à se dire, oh, tiens, je vais faire un Instagram comme ci, comme ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment penser, encore une fois, pour que tout soit cohérent, soit homogène avec l'entreprise que tu veux créer. Et c'est important de le faire dès le début. Parce que si tu y penses après, bah, peut-être que tu auras loupé des opportunités. Et puis, en cours de route, bon, si tu te mets à tout changer, voilà, il n'y aura peut-être pas de cohérence. Donc, c'est important quand même de communiquer correctement. Je trouve que je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet. Il y a le côté technicien, mais c'est vrai qu'il faut savoir se servir des outils aussi digitaux. Et c'est vrai que c'est pas forcément inné chez tout le monde, hein. Tu as plein de gens qui vont pas être du tout à l'aise avec le digital et qui vont pas savoir comment sélectionner les choses, quoi. Ouais, je suis bien d'accord et bah, du coup, tu as dû le voir, mais c'est pour ça que là, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai lancé du coup mon site internet et l'Instagram associé. Et c'est vrai que bah, sur Insta, pour l'instant, ce que je poste, en tout cas en termes d'informations et de valeurs, c'est vraiment ciblé sur la com, en fait, sur comment gérer sa clientèle, sur beaucoup la communication parce que je trouve qu'il y a énormément en fait de contenu make-up déjà sur Instagram. Il y a Mhm. pas beaucoup de contenu en fait, en tout cas d'aide, de conseils par rapport à tout ça, par rapport à cet aspect-là en fait du métier de chef maquilleur, n'importe quoi, de chef d'entreprise quand on est Oui, je maquilleur. suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai enfin, c'est important aussi pour les gens qui écoutent. Enfin, personne, voilà, à la science infuse et il faut pas tout prendre pour argent comptant. C'est souvent, il y a, selon les parcours, des conseils, etc., qui sont donnés ou voilà, même des parcours qu'on écoute, mais le similaire ne va pas forcément marcher pour soi. Des fois, il y a des conseils qui sont donnés parce que nous, ça a marché pour nous. Et il faut bien que les gens aussi prennent un peu de distance et que, voilà, c'est pas pour ça que ça marche pour tout le monde. Mais en tous les cas, quand tu as des bons conseils, quand tu pars avec des bons conseils, c'est toujours mieux que de partir en freestyle. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas pour ça que ça fonctionnera forcément. Mais en tous les cas, moi, je trouve ça chouette de pouvoir aiguiller les gens et de pouvoir expliquer comme ça, que les gens puissent expliquer leur parcours et puis donner des petits tips comme ça au fur et à mesure. Parce qu'encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on est très sur un côté un peu solo, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas forcément partager leurs tips. Voilà, c'est un peu chacun pour soi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui veulent être maquilleurs ou qui se disent maquilleurs. Et du coup, c'est vrai qu'ils ne partagent pas forcément tous les tips comme ça de ce genre. Et tu as raison, il n'y a pas beaucoup de comptes qui vont partager comment, une fois que tu as envie d'être make-up artiste, comment en fait tu mets à profit ta technicité pour aller à un autre point, quoi, et réaliser vraiment ce que tu veux, à savoir te mettre à ton compte, faire vivre ton entreprise. Tout ça, c'est une partie qui est hyper complexe, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai tout fait tout seul pour le plan de départ, de toutes les étapes jusqu'à mon site internet, j'ai tout bûché tout seul. Franchement, si t'es pas un peu à l'aise dans le digital, c'est très compliqué. Je suis hyper d'accord et d'ailleurs c'est pour ça hein, enfin c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de moi créer un compte Instagram et une communauté en fait autour de notre métier parce que je suis hyper d'accord avec toi sur le fait qu'on est assez seul en fait quand on fait ce métier, d'autant plus quand on Mm-hmm. fait en freelance. Et je trouve ça hyper dommage en fait de ne pas pouvoir partager de façon hyper transparente et entre nous parce que bah, comme tu le dis si bien, c'est super important, c'est super enrichissant en fait de partager avec les uns avec les autres. Et je pense que bah, Mac est le très bon exemple. On passe notre temps en fait à échanger entre nous, à voir comment les uns les autres on maquille, et c'est pas pour autant qu'on devient des copier-coller ou qu'on se copie les uns les autres. Exactement. Mm-hmm. Je pense qu'en tant que maquilleur, même si demain, moi, j'apprends toutes mes techniques à une de mes collègues, elle maquillera jamais pareil que moi parce qu'on a toute notre patte, en C'est fait. Et ça, bien sûr.
je sais pas, quelque chose qui fait que c'est unique. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment zéro gêne à partager mes tips avec mes collègues. Mais peut-être que c'est aussi mon expérience chez Mac qui fait ça, qui fait que non, franchement, je suis hyper contente d'apprendre des autres et je suis hyper contente de pouvoir moi partager avec les autres. Mhm. Et à ce jour, enfin, tu vois, personne je sais pas, personne n'est le double de moi-même. Enfin, ça n'aurait aucun Bien intérêt. sûr. Donc ouais, je suis hyper d'accord avec toi sur ça. Et d'ailleurs, je vais rebondir à une question que j'avais envie de te poser parce que tu as créé ton entreprise, du coup, tu as créé ton atelier, tu as créé ton site internet. Est-ce que tu serais d'accord de nous donner le budget que tu y as consacré? Le budget en tout de la construction de l'atelier, des produits, tout ça? Ouais, ton budget total pour créer ton Je entreprise. dirais de la rénovation de l'atelier jusqu'à la création des produits, je dirais 30 000. Ok. Et tu inclus le site internet avec? Et j'inclus le site internet avec. Ok. Et Ouais. aujourd'hui, bon, ça fait un an, mais est-ce que tu peux dire que tu as rentabilisé cet investissement? Non, non, tu peux pas rentabiliser aussi rapidement. En un an, ce serait quand même beaucoup dire, tu vois. Je pose la question parce que tu as quand même, moi je trouve que c'est quand même très très beau de pouvoir réussir à se sortir un salaire, en tout cas de pouvoir vivre de son activité après 2 mois de création d'entreprise. Donc je me permets de poser, Bah bon, j'ai des factures à payer, voilà, bien comme sûr. tout le monde, hein. Donc c'est vrai qu'une fois que tu déduis tes factures, etc., je peux pas dire pour l'instant que j'ai retour sur investissement. J'arrive à en vivre pour payer mes factures et rembourser ce que j'ai à rembourser au fur et à mesure. Mais pour l'instant, non, je peux pas dire que non. Alors ma partie produit, en tous les cas, tous les produits que j'ai créés, ça, je pense que c'est remboursé, en tous les cas, ça c'est sûr. Ouais, Mais après, la création vraiment de l'atelier, la rénovation qui m'a coûté quand même assez cher, je pense pas pour l'instant que j'ai retour sur investissement. Et d'accord. puis après, moi, c'est différent parce que c'est chez moi, donc c'est aussi une plus-value, moi, sur ma propriété, entre guillemets. Si un jour je veux revendre, bon, bah, je pourrais très bien aussi me rembourser cet argent-là le jour où je revends parce que ça me fait une vraie plus-value d'avoir ça au fond de mon jardin. Déjà parce que c'est pas très commun. Quand tu achètes une maison et que tu arrives, tu te dis, bon, voilà, c'est vendu comme ça, vous avez un salon de coiffure avec, euh, avec, euh, avec un institut au fond, une table de massage, etc. Bon, peut-être ça peut faire plaisir à des gens d'avoir un petit salon pour eux chez eux comme ça, ou tu peux très bien le transformer, tu vois, en autre chose. Je veux dire, un petit studio avec, il y a des points d'eau, donc tu peux faire une petite kitchenette, tu peux faire une petite salle de douche, etc. Donc, moi, c'est une vraie Oui, on voit que plus-value tu as aussi pour bien, plus tard. on voit que tu bien réfléchi Voilà. Moi, projet. c'est une prévue pour plus tard. Mais aujourd'hui, oui, j'ai remboursé les produits, je pense. Mais en tous les cas, non, pour l'instant, je peux pas dire que j'ai remboursé l'atelier en lui-même. Ok. Et hyper intéressant parce que je sais que c'est un peu un rêve pour certaines maquilleuses de pouvoir créer sa marque de make-up et pouvoir vendre en fait ses produits de make-up. Toi, tu as consacré combien de budget à créer ta marque de make-up? Un peu moins de 10 000 euros, je dirais. Ok. Ouais, je dirais entre 5 et 10 000, quoi. Peut-être, ouais, 8, quelque chose comme ça. Après, parce que, attention, moi, j'y suis allé à tâtons, j'ai pris des petites quantités, et il faut savoir que quand vous créez comme ça une marque de make-up avec une usine, plus vous allez prendre de quantité, moins la pièce est chère. Mhm. Et le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas me dire, bah vas-y, je vais faire 5000 palettes, quoi. Tu vois, je veux dire, il faut aussi être un peu raisonnable dans sa tête. Et c'est là où, par contre, même si tu vois, il y a certaines choses que je veux, certaines références que je veux plus faire en produit, c'est là où je suis content d'avoir été un peu plus ou moins raisonné, même si j'ai fait des choses, voilà, j'ai créé des choses un peu dans l'euphorie de la création qui correspondent pas forcément à ma clientèle aujourd'hui, mais je suis content d'avoir fait des petites quantités, tu vois, de pas avoir pété les scores en me disant vas-y, fais 10 000 palettes, parce que forcément, ça m'aurait fait des palettes pas chères du tout. Mhm. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as plein de marques aujourd'hui, de grandes marques, qui peuvent se permettre de faire des palettes à rien du tout, hein. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, justement, elles ont des quantités astronomiques et du coup, bah, ça leur fait un prix d'achat de revient à rien du tout.
Alors que quand tu fais des petites quantités, bon, bah, voilà, il faut bien que ton prix de revente corresponde à ton prix d'achat, quoi, hein. C'est malheureusement. Donc, voilà, faut faire attention à ça, aux usines que tu trouves. Et bon, c'est vrai que les usines en France, elles sont très chères et pas forcément toujours qualitatives. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix au niveau des packaging. Donc, il faut beaucoup fouiller, quoi. Il faut beaucoup fouiller. Des fois, tu vas trouver une usine pour le packaging et puis le produit en lui-même, tu le fais faire ailleurs, remplir ailleurs avec le packaging. Enfin, voilà, il faut fouiller constamment. C'est un travail de longue haleine, je trouve, de fourmi pour trouver voilà, le produit qui va te correspondre le plus quali à la fois et qui sera un rapport qualité-prix correct pour toi, pour pas que tu pètes les scores non plus à revendre et puis pour pas que tu perdes trop d'argent non plus. Donc, faut faire attention quand on se lance comme ça à pas prendre un stock énorme. Même si tu crois à fond dans ta marque, à fond en ce que tu fais, il faut vraiment faire attention. Et moi, je pars du principe que voilà, faut aussi pas trop se laisser emporter à vouloir se démarquer. Et c'est important de faire des produits qui vont répondre à une majorité. Tu vois, et ça, c'est un détail important parce que, par exemple, ma première collection de Noël, pour te dire, j'en ai pas refait cette année. La première collection de Noël que j'ai faite, ça s'appelait le Noël Rose. Je me Et je souviens. voulais faire vraiment une collection sur voilà, un côté rose. Et c'était pas ma première idée. Ma première idée, c'était de faire vraiment une palette classique de Noël. Tu vois, vraiment avec une photo de Noël, genre old school, quoi. Tu vois, vraiment avec dans la palette une couleur un peu rouge, une couleur vert sapin, une couleur or, une couleur argent. Enfin, vraiment un truc old school, vraiment très Noël. Et en fait, j'ai voulu, tu vois, me démarquer et faire un truc à part. Et ça n'a pas spécialement fonctionné, tu vois. J'ai dû vendre la moitié de mon stock, c'est tout. D'accord. Donc, il faut faire attention aussi, quand tu crées ta marque, à faire des choses qui parlent à une majorité. Il faut quand même être à l'écoute plus de ton auditoire que de toi, en fait, ce que tu as envie de Et faire, ouais. même si tu as envie de te démarquer des autres marques. Ça, je peux le comprendre. Moi, ça a vraiment été ça au début. Mais il faut. Voilà, moi, la palette de fard à paupières, la première que j'ai créée, si elle a autant marché, c'est parce que l'auditoire, à ce moment-là de la création, était très coloré, c'était très sur les couleurs, très, très sur ça. Donc, c'est vrai que ça a vachement bien fonctionné à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est important quand tu crées une marque, qu'elle soit aussi assez ludique et à portée de ce que les gens recherchent. Parce que moi, mon recul aujourd'hui, après 1 an sur ma marque, c'est ça. C'est de me dire aujourd'hui, quel est ton auditoire? Alors moi, c'est différent parce que maintenant, j'adapte mon auditoire à l'atelier. Mais si j'étais très présent sur Instagram, je ferai attention à ce qui se passe sur Instagram, quelle est la tendance et je ferai attention à quel est l'auditoire aujourd'hui pour que justement ma marque vienne aux gens. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que mon Instagram, il était venu à toi. Et je pense que quand tu crées une marque, c'est important de faire en sorte qu'elle aille aux gens et que les gens ne soient pas là en train de la chercher, quoi. Il faut que tout de suite, en fait, ça leur parle, quoi. Donc, c'est important de créer des choses qui vont parler à vraiment une majorité. C'est hyper intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec toi 1 an après parce que finalement, tu as pris vachement de recul sur tout ce que tu as pu faire. Et Ouais. du coup, c'est une mine d'infos, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir tous ces retours, en fait, et toutes ces prises de conscience que tu as pu avoir tout au long de ton année, quoi. Faut vraiment pas se précipiter. Moi, au bout d'1 an, s'il y a un mot que je dois retenir, c'est précipitation. Tu vois, il faut pas se précipiter. Il faut, voilà. Après, je regrette pas, hein, mais si c'était, tu vois, à refaire, j'aurais peut-être perdu un peu moins d'argent parce que j'aurais peut-être pris le temps de un peu plus cibler. Là, c'est vrai que j'ai fait les choses. J'ai voulu en fait aller vite. Alors, c'est pas pour ça que j'ai mal fait les produits. Les produits sont très bien en soi. Mais c'est vrai que j'aurais pu certaines couleurs, tu vois, les squeezer, me dire non, ça je prends pas, ça marchera peut-être pas à l'atelier. Voilà, quand tu crées quelque chose, il faut pas te précipiter, il faut bien bosser ton truc. Quand tu fais un site internet, il faut bien penser ton concept, il faut prendre du temps, il faut pas te dire bon, je pars sur ça, allez, on verra. Moi, je pense qu'il faut tout bien travailler, tout bien verrouiller et surtout rester sur voilà, ta ligne de ton but, sur ta ligne droite et te dire je reste focus, mon entreprise, c'est telle style d'entreprise, elle est comme ça
Et il faut que que je continue en fait à la faire évoluer sur ce style d'entreprise-là. C'est hyper important. C'est comme si toi, demain, tu te mettais, je sais pas, à poster des trucs hyper punk, hyper glauque, tu vois ce que je veux dire? Alors que ton entreprise n'est pas du tout créée comme ça, elle est plutôt créée sur de la bienveillance, etc. Donc, c'est pareil. Quand tu crées une marque, il faut vraiment, en fait, que tu fasses attention à ce que tu fais. C'est hyper important parce que tu peux gaspiller ton argent, te retrouver avec un stock qui dort sur tes bras. Et je peux te dire que même si tu les mets en solde, même en grosse solde, ça partira pas. Ouais. D'où Donc, l'importance de vraiment bien verrouiller, comme tu dis, le projet, le ouais, c'est hyper branding, important. connaître bien sa clientèle cible et savoir ce qui va lui plaire si effectivement on veut que tout fonctionne bien. C'est ça. Moi, si c'était à refaire, je referais moins de choses, je Mhm. verrais comment ça évolue et je sortirais plus au fur et à mesure. Que là, j'ai voulu presque sortir une gamme entière, tu vois, parce que j'ai vraiment un peu de tout. Et bon, moi, aujourd'hui, il y a des choses qui marchent moins bien que d'autres. Donc, du coup, voilà, comme je te disais, je laisse s'écouler ce qui a s'écoulé et puis je réassortis ce qu'il y a à réassortir. Mais je ferai moins de choses en tous les cas. Et je pense que ça aurait été plus probant sur le long terme. J'aurais pu un peu plus cibler au fur et à mesure ce qu'il fallait sortir plutôt que de sortir comme ça d'un coup tout ce qui me faisait plaisir. Oui, bien sûr. Et question très pragmatique, Mmh. comment tu as fait pour trouver, pour cibler les entreprises, les usines en fait avec lesquelles travailler? Bah, j'ai cherché, j'ai été beaucoup sur des forums, j'ai fait beaucoup de forums. Ok. Beaucoup, en fait, finalement, voilà, c'est un peu la notion de partage involontaire. C'est-à-dire que je suis allé sur des forums et j'ai pris des conversations sur les forums, sur les gens qui disaient telle usine est bien, attention, telle usine c'est pas bien. Voilà, j'ai cherché comme ça, euh, majoritairement. Majoritairement. Voilà, ça m'a permis de tomber sur des fois des trucs, des super bonnes surprises. Ça m'a permis de comparer aussi, parce que même quand on dit quelque chose est bien, il faut aussi quand même que tu fasses un peu de comparatif avec la concurrence. Je vais te prendre l'exemple des produits cheveux. Je suis tombé au départ, sur une usine en France qui me proposait tel produit cheveux, mais il fallait en fait tant de pièces. C'était un nombre enfin pas monstrueux, mais un très gros nombre de pièces où moi, vraiment, le sachant par sécurité en plus, parce que les produits cheveux, c'est ce que j'ai fait en dernier, je savais très bien qu'il ne fallait pas prendre beaucoup de pièces, parce qu'il faut d'abord voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que tu appelles pas beaucoup de pièces? Ah, pas beaucoup de pièces, bah, je sais pas, pour commencer, tu vas prendre, si tu veux vraiment voir si ça marche, tu vas prendre 20 pièces à la ref. Ok. T'en prends pas beaucoup parce que c'est suffisant, 20 pièces pour voir si ça va marcher un peu et voir si le produit est viable. Et si vraiment, tu as vraiment une crainte sur le produit, tu prends que 10 pièces et puis tu vois. Ok. Et donc, pour Loin ces produits des- cheveux, je suis tombé sur une usine qui réclamait, je ne sais plus combien c'était le nombre de pièces, mais je me suis dit, mais moi, je ne peux pas prendre un stock comme ça, c'est pas possible. C'est un investissement il faut qu'il y ait un retour sur investissement et c'est pas forcément quand tu le vends. Par exemple, moi, quand je vends les produits cheveux à l'atelier, bon, bah, je les vends, j'en vends un peu au compte-goutte par-ci par-là à mes clientes au fur et à mesure des prestations. Et je sais très bien que c'est pas comme quand tu les mets sur un site internet qui est très 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 visité. Et moi, je suis pas une PME, une multinationale, donc je sais très bien que je vais pas en vendre 10 par jour, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc du coup, le prix était intéressant, mais finalement, il fallait prendre beaucoup 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 de pièces. Et c'est pour ça que le prix était intéressant aussi, mais moi, je pouvais pas me le permettre. Et finalement, en fouillant, j'ai retrouvé une autre usine qui était hyper sympa, fabriquée en France, avec des produits sans sulfate, sans silicone. Enfin, finalement, l'éthique de l'usine me plaisait beaucoup plus. On pouvait prendre des petites quantités au niveau des pièces. Et finalement, c'était beaucoup mieux. Donc ça, tu vois, par exemple, je l'ai trouvé comme ça, pas sur les forums, en fouillant moi-même, en cherchant sur Internet. Des fois, c'est vraiment de longue haleine, hein, les recherches. Hein. Bah oui, je sais. J'ai une amie qui fait justement cette démarche voilà, pour des produits cheveux aussi. Et je sais à quel point c'est long et Ouais, compliqué.
Donc, c'est pour ça que je voulais aussi avoir Ah ton... ouais, c'est long, c'est compliqué, il faut que tu demandes des échantillons pour essayer, parce que ça, c'est important aussi, hein, et y compris pour les produits make-up. Moi, il faut savoir, quand j'ai fait mes palettes de make-up, j'ai dû acheter 500 fards à paupières à peu près, donc 500 échantillons pour pouvoir les tester. Parce que forcément, moi, en tant que maquilleur, ce qui m'importait, c'était de pouvoir proposer une qualité supérieure de produit. En tous les cas, je ne voulais pas proposer quelque chose qui ne marque pas. Donc, j'ai commandé tous les fards à paupières que l'usine me proposait. Donc, il y en avait 500 à peu près. Des mats, des irisés, des pailletés. Il y avait de tout. Et j'ai bien fait parce qu'il y en avait certains qui étaient un peu transparents, tu vois, alors que comme ça, dans le pan, tu as l'impression que ça allait marquer du feu de Dieu. T'en as d'autres qui cassaient pas trop patin un canard à regarder comme ça, mais finalement, la pigmentation était dingue. Donc ça a été hyper important aussi de pouvoir tester les produits avant de les proposer. Voilà. Donc c'est un coût aussi, hein, parce que mis tout bout à bout, quand tu commandes des échantillons pour tout, bon, ça te fait un sacré budget quand même. Mais pour moi, c'était primordial pour pouvoir tester avant et dire, OK, là, je suis sûr que je vais proposer un super truc. Ouais, donc vraiment gros investissement Ouais, c'est un travail qui est long. financier, C'est un travail qui est long et voilà, il faut vraiment qu'il y ait un retour sur investissement, donc parce que c'est quand même du temps, beaucoup de temps et de l'argent. Et voilà, il faut pas se tromper. Donc, moi, je dis, il faut commencer petit. Et comme le dicton le dit si bien, petit deviendra grand. petit pas par petit pas, c'est ça que je dis. Exactement. Ouais, ouais. Non, il faut vraiment faire petit à petit. Mais après, ça reste hyper intéressant. Moi, ça m'a passionné à faire. Enfin, vraiment, ça m'a passionné. J'ai fait ça en plein été. J'étais survolté. Je veux bien te croire. Ouais. Puis moi, je faisais les photos des produits moi-même, les visuels des produits, tout ça. Donc ça, vraiment, j'ai adoré faire ça. Bon, parce que moi, je suis un peu un malade du contrôle, mais j'ai adoré faire ça. J'ai fait vraiment, en fait, ce que je voulais faire, comme je voulais le faire, avec ma vision à moi. Et c'était une vraie, presque un vrai exutoire, tu vois, après Mac, après avoir eu autant de frustration, de pouvoir faire les choses comme je le voulais. Ouais, je me souviens que chez Mac, tu avais souvent beaucoup d'idées, de très très bonnes idées, mais que du coup, on pouvait pas forcément mettre en place. C'est ça. Et des idées que j'avais, où on me disait que c'était nul et qu'ils ont fait après, par exemple. Je me souviens aussi. Donc, comme quoi, tu vois. Mais oui, j'imagine bien le plaisir que tu as dû prendre à créer tout ça. Et par contre, question, parce que ça, je t'ai pas demandé, mais ton site internet, tu l'as fait toi ou tu l'as fait faire? Je l'ai fait moi, tout seul, tout comme un grand. C'était très compliqué, c'était très dur à faire. Surtout que moi, c'est une plateforme en fait où on peut, c'est une plateforme de réservation et d'achat, donc c'est Oui. encore plus compliqué. Voilà, j'ai bossé dessus très très longtemps. J'ai bossé dessus pendant l'été. Bon, en fait, l'été qui a précédé l'ouverture de l'atelier, j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Il faut savoir que j'ai passé mon permis, que je n'avais pas mon permis. J'ai passé mon permis. En même temps, je faisais la conception des produits et en même temps, je bossais voilà, sur l'atelier, sur le site internet. J'ai tout fait en même temps. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et le site internet, c'était très complexe. Après, une fois que tu comprends un petit peu la plateforme par laquelle tu passes, ça va. Mais pour avoir, moi, quelqu'un que je connais qui fait son site internet et qui passe par la même plateforme que moi, par exemple, elle est pas très à l'aise dessus, elle comprend rien et c'est trop compliqué pour elle. Et j'ai des messages régulièrement, mais ça je comprends pas. Mais comment on fait ci, comment on fait ça? Et le problème c'est qu'à distance c'est trop compliqué quoi. C'est vraiment une plateforme, il faut être dessus, devant pour pouvoir montrer. Donc tu peux donner quelques tips de temps en temps, mais c'est compliqué. Il faut vraiment le vivre devant l'écran pour pouvoir le faire. Et encore une fois, tu n'as pas forcément tout le temps un accompagnement pour ça. Moi, en tous les cas, cette plateforme-là, j'ai pas d'accompagnement. Ouais, je te pose la question parce que on en revient un peu au même sujet, mais tu es maquilleur, du coup, tu as voulu créer ton entreprise, tu t'es Mhm. formé à d'autres prestations et au-delà de ça, Mhm. il a fallu voilà, que tu gères des trucs pour lesquels tu n'as aucune compétence de base, Exactement. telle que construire un site internet. Et je sais effectivement à quel point ça peut être compliqué. Donc, Tu as peut-être des plateformes qui proposent des aides, j'en doute pas, hein, ou même tu peux passer directement par quelqu'un qui te fait ton site internet.
Mais moi, je voulais vraiment le faire tout seul parce que, encore une fois, je veux que ce soit fait comme moi je veux, comme moi je le ressens, etc., avec mon goût à moi. Et c'est vrai que ça a été dur à faire, mais voilà, je suis hyper content du résultat. Et aujourd'hui, je suis super fier de mon site internet. Je le trouve top et je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais ça, c'est pareil, c'est un investissement, ça a un coût. Et tu as peut-être des plateformes qui te le feront, mais ça coûtera plus cher, quoi. Donc après, tout dépend du budget de chacun. Mais pour moi, un site internet, je vais pas dire que c'est primordial, mais c'est hyper important que les gens puissent avoir un lieu, une plateforme qui regroupe vraiment en fait tout ce que tu proposes. Bah, en tout cas, pour ton activité, c'est essentiel. Ah oui, moi pour mon activité, je te dis pas, hein, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le site internet au bout d'un an? Est-ce que je le continue? Est-ce que vraiment le site internet, c'est ce qui me rapporte, ça me rapporte quelque chose? Mais honnêtement, la prise de rendez-vous sur mon site internet me paye largement. Si je peux donner un ordre d'idée aux gens, je ne sais pas si je peux le faire, mais en tous les cas, ça doit me coûter 50 euros par mois, ce En site fait, internet-là. tu investis 50 € par mois dans ton site Voilà, internet. j'investis 50 euros par mois dans mon site internet. Et à côté de ça, bah, alors évidemment, ça sous-entend, j'investis 50 euros, mais ça sous-entend aussi que le site internet te propose pour les plateformes de paiement, on va te prendre forcément une commission sur tes paiements, hein, évidemment, forcément. Donc, mais ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, en termes d'investissement pour le site internet en lui-même, c'est 50 euros par mois. Alors, toi, tu dois peut-être connaître, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais tu as Planity aussi qui existe. Oui. Donc, les gens peuvent aussi se mettre sur Planity. Je crois que c'est 70 euros par mois. Tu peux faire les deux. Moi, j'ai réfléchi à un moment donné à faire les deux parce que ça peut aussi te ramener une clientèle supplémentaire, Planity. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que ça marche correctement comme ça. Mais ça peut être une solution aussi si tu veux pas acheter, si tu veux pas investir en tous les cas dans un site internet, tu peux aussi passer par Planity pour proposer tes services et tu peux agrémenter de photos, etc., etc. Et ça peut être une bonne solution aussi. Mais je me dis l'un dans l'autre, c'est en tout cas si tu dois choisir entre les deux. Moi, pour ma part, c'est kiff-kiff. Je ne sais pas si un site internet où vraiment on t'aide, où tu as de l'aide, c'est beaucoup plus cher que 50, 70 euros par mois. Peut-être que c'est plus cher que ça. En tous les cas, moi, pour moi, que je sois sur Planity ou que je fasse mon site, c'est à peu près un montant équivalent. Après, je ne sais pas des deux lequel me rapporterait le plus de clients, parce que je sais que Planity, c'est un peu connu quand même. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dessus. Mais moi, on me trouve très bien sur Internet. C'est comme ça que me trouve la majorité des clients. Donc, pour moi, le site Internet, c'est indispensable en tous les cas par rapport à mon activité. En tout cas, c'est encore une fois, tu donnes plein d'infos et c'est hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux nous faire un bilan un petit peu de là où tu en es 1 an après t'être lancé dans l'entrepreneuriat et après tout ce parcours en fait, dans le make-up? J'en suis que, écoute, ça marche pas trop mal. Euh, J'en suis que j'ai plein d'autres idées que j'aimerais mettre en place. Je réfléchis à plein d'autres nouvelles choses pour faire évoluer mon entreprise parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, le nerf de la guerre, c'est ça. Hein, c'est moi, en tous les cas, pour ma part, qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre comme prestation comment je pourrais faire évoluer mon entreprise, comment je pourrais faire grandir Jolie Cocotte. J'aimerais bien voilà, le développer. Mais aujourd'hui, j'en suis plus sur un bilan positif, en tous les cas. Je suis hyper content du monde de l'entrepreneuriat dans lequel je me suis lancé. Ça me faisait peur au début. Tu sais jamais ce que tu vas gagner, quoi, hein, forcément, quand tu perds quelque chose. Donc, c'était un risque à prendre, mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je pense que quand tu crois vraiment en un projet, ça peut que fonctionner, même si, encore une fois, il faut faire attention à pas trop, à pas trop s'enflammer. Mais voilà, quand tu as vraiment un projet solide, ça peut que fonctionner. Après, il faut, voilà, c'est une entreprise, ça se travaille, ça se fait vivre, et c'est ça qui est le plus compliqué. Donc, j'en suis un peu, moi, je compare ça souvent comme un mariage. C'est que voilà, je me suis marié. Maintenant, comment je fais fonctionner mon mariage? Tu vois, qu'est-ce que je fais au quotidien pour dynamiser mon mariage, pour faire que tout va bien, qu'il n'y ait pas d'engueulade, qu'il n'y ait pas de problème.
que tout roule sur des rails. J'en suis un peu à ce stade-là de l'après, quoi. C'est fait, je me suis lancé, l'entreprise est lancée. Maintenant, il faut que je la fasse vivre. Voilà, c'est une autre part importante de l'entrepreneuriat. C'est une fois que c'est lancé, c'est comment je fais un peu vivoter. Donc, j'ai vraiment un bilan positif pour l'instant. Après, il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à améliorer, sûrement plein d'autres choses à mettre en place, plein d'idées. Pour l'instant, j'en suis là en tous les cas. Peut-être que dans d'autres années, ce sera complètement différent, mais pour l'instant, j'ai un bilan qui est super positif de là où j'en suis. Et il faut juste maintenant trouver des solutions, trouver des idées pour continuer à faire un peu évoluer et vivre l'entreprise. Ok. Et du coup, la prochaine étape pour Jolie Cocotte, pour toi, professionnellement parlant, bien sûr. La prochaine étape professionnellement, c'est les formations. Tout est prêt depuis longtemps, mais j'attends le Saint Graal d'obtenir mon numéro de formateur déjà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Mais c'est pas forcément une étape importante pour Jolie Cocotte, entre guillemets. C'est une étape en plus, mais je dirais pas que c'est une étape... voilà, c'est une étape pour avoir un truc en plus au niveau de l'entreprise à proposer, mais c'est pas une étape primordiale pour moi en tous les cas. C'est une étape en plus. Voilà, c'est la prochaine étape, c'est ça, mais c'est pas forcément la plus voilà, la plus incroyable pour l'entreprise en tous les cas. Et formation de quoi, du coup, je te fais préciser? Alors, formation, je vais faire formation sur tout ce qui est, tout ce que je sais faire, donc formation blanchiment dentaire, formation sur les massages, le palpé roulé manuel, qui est très compliqué et qui se trouve très peu aujourd'hui. C'est beaucoup de palpé roulé avec des machines. Donc ça, c'est plus complexe. Voilà, tout ce sur quoi finalement j'ai des diplômes aujourd'hui. Je vais essayer de, alors pas tout complètement, mais en tous les cas une bonne partie de ce que je sais faire au niveau des soins, tout ce qui est recourbement, soins de cils, etc. Voilà, toute cette partie-là, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Tout ce qui est peeling chimique, le micro-needling, voilà, tout ce sur quoi j'ai un diplôme, en fait, c'est ce sur quoi je vais former. Et moi, je veux vraiment faire un accompagnement une personne par une personne. Je veux pas plusieurs personnes, je veux le faire qu'une personne par une personne. Ce sera des formations sur une courte durée, c'est 2-3 jours, enfin, finalement, comme moi, je les ai faites. Et voilà, en gros, ça, c'est la prochaine étape. Et après, ben, écoute, après, pour l'instant, je ne sais pas. J'en suis là. J'en suis là. En tout cas, je suivrai ça de très près. À développer. Très intéressant. Après, tu sais, une entreprise, c'est toujours en perpétuelle évolution parce que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, la société est en perpétuelle évolution. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut rester un peu à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et ça aide quand même pas mal à t'aiguiller des fois, voilà, d'écouter, d'avoir des retours à droite à gauche sur ce qui pourrait plaire éventuellement, se renseigner beaucoup aussi au niveau de ses clientes, ce qu'elles aimeraient. Est-ce que si je proposais ci, ça vous plairait? Est-ce que si je proposais ça, ça vous plairait? Ça, c'est hyper important aussi. Donc, c'est tout le temps en constante évolution et c'est comme le milieu du make-up. Enfin, voilà, quand tu fais toujours la même chose, ça marche pas. Il faut forcément, ça marche pas tout le temps, ça perdure pas. Il faut créer des nouvelles collections, il faut voilà, faire des nouveaux produits. Ben voilà, une entreprise, c'est pareil. Il faut quand même essayer de proposer des nouvelles choses ou en tous les cas, d'upgrader un petit peu ce que tu sais faire, quoi. Voilà, de proposer la même chose, mais encore mieux. Voilà, avec encore un petit truc en plus. Je pense à toi, par exemple, le make-up où tu proposes une routine soin avant. Bah, pour moi, c'est une manière d'upgrader un petit peu un service, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est le côté aussi passionnant quand tu es chef d'entreprise, en fait. Bien sûr, bien sûr. Toujours, C'est important parce que je trouve ça triste de créer une entreprise et de ne pas la faire vivre, quoi. C'est nul. Quand tu mets tout ton cœur dans une entreprise, moi, franchement, ça me saoulerait d'avoir fait tout ça
pour la laisser vivoter comme ça et puis mourir petit à petit. Non, franchement, il faut la dynamiser. Il faut que il faut stimuler les gens pour dire pourquoi les gens reviennent me voir. Voilà. Pas que parce que je sais faire ça, mais parce que j'apporte un petit truc en plus tout le temps, quoi. Tu vois, il faut vraiment avoir un vrai service commercial quand tu te lances comme ça, et c'est hyper important de faire vivre et évoluer une entreprise. Moi, c'est mon but futur. Voilà. La prochaine étape, c'est les formations, mais j'ai envie de faire plein d'autres étapes. Pourquoi pas, dans un futur lointain, faire une franchise? Pourquoi pas, tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent être faisables, hein. Je pense que ça rejoint, en tout cas, c'est un peu un des points communs qu'on a tous quand on est maquilleur et qu'on en a fait notre métier depuis quelques années, c'est que c'est toujours cette envie en fait de vouloir apprendre plus, de toujours Ouais. faire évoluer ses techniques, et en fait on s'ennuie jamais, et c'est ça qui est aussi super Ouais, je intéressant. pense que c'est ce qui te fait, c'est ce qui nous stimule. Enfin, quand tu es artiste, c'est vraiment ce qui te stimule, quoi. La créativité, c'est ce qui te fait vivre, quoi. C'est hyper important. Je pense pas qu'on pourrait se satisfaire de juste un petit truc comme ça, et puis on fait que ça toute notre vie, c'est terminé, quoi. Mhm. Ouais, je crois pas. Et pour finir, parce que je pense qu'on a Ah ouais, on a jacté, là. beaucoup discuté, mais quand même, avant de clôturer ce podcast, ma dernière question, ce sera, est-ce que tu as un conseil à donner aux maquilleurs qui nous écoutent? Là, ça va vraiment être ciblé pour les maquilleurs. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour ceux qui nous écoutent, qui sont déjà maquilleurs pro, ou ceux qui sont débutants, qui voudraient se lancer? Voilà, le conseil de Ben, mais aussi le conseil qu'aurait pu donner Ben French MUA, qu'on a beaucoup connu sur les réseaux sociaux, et qui est un très très grand maquilleur. En tout cas, je le redis, mais pour moi. Oh, t'es trop mignon. Franchement, c'est une question presque que je trouve compliquée. C'est une question que je trouve compliquée. Quel conseil je donnerais? C'est compliqué comme question. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme réponse à ça? J'ai même pas une réponse qui me vient, tu vois, spontanément. Quel conseil je pourrais donner sur les gens qui veulent se lancer? Euh, Moi, je dirais, après, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, mais c'est de bien se renseigner, de bien faire ses recherches, de bien bosser euh, son entreprise quand on veut se lancer, quoi. Faut vraiment en fait bosser sur l'entreprise qu'on veut lancer, bien réfléchir avant. Voilà, mon conseil, ce serait de bien réfléchir, sans qu'il y ait de connotation alarmante, où tu vois, ou pas dans le sens t'es sûr que tu veux faire ça, hein, t'es sûr que tu veux faire ça, hein. C'est plus dans le sens bien réfléchir, voilà, se poser, pas se précipiter, et il faut essayer aussi, je pense que ça c'est important, de se projeter à long terme, tu vois, et c'est un peu la clé, c'est de se projeter à long terme, c'est de se dire ok, je me lance, et puis on verra bien ce que ça donne. Il faut quand même se dire ok, je me lance, qu'est-ce que ça peut donner dans le futur, quoi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans le futur? Est-ce que je vais réussir à vivre de ça? Est-ce que si j'en vis pas assez, est-ce que j'ai une solution B? Tu vois, c'est quand je dis il faut bien réfléchir, c'est ça, c'est vraiment se dire est-ce que j'ai un plan B si ça marche moins bien? Est-ce que je peux faire autre chose autour? Est-ce que je peux allier autre chose? Est-ce que j'arrêterai et je ferai telle chose? Voilà, faut bien réfléchir. Mm, mm. Je pense que c'est le bon conseil du chef d'entreprise actuel, avoir un bon business plan bien solide. Ouais, ouais, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour Merci à toi. toutes ces infos, tout ce partage. C'était hyper enrichissant. Bah écoute, j'espère que ça pourra servir en tous les cas. J'espère que ça pourra servir à quelques personnes. Après, encore une fois, c'est pas la science infuse qui vous parle, hein, mais bon, moi je le dis avec mon expérience à moi et puis mon ressenti, mais c'était hyper intéressant de pouvoir débattre du sujet en tous les cas. C'était chouette. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez échanger sur un des sujets que nous avons abordés dans ce podcast avec Ben, ou simplement poser une question, je vous invite à le faire sous le post qui sera dédié, que vous pouvez retrouver sur l'Instagram FMR Makeup Academy. Et puis je vous dis à très vite dans un autre podcast.